Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yata, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis 19h, 21h sur les ondes de Move. Et évidemment, vous le savez maintenant, en simultané sur le Twitch de Move. Notre chère Nice est présente. Comment tu vas, Nice? Oui, hola les gars, ça va et toi? Ouais, bah, coucou le chat. Coucou le chat et coucou les auditeurs, Totalement, les deux. coucou les auditeurs. Est-ce que tu as de superbes... Superbes actus avec un Z. Avec un Z, évidemment, Zactus avec un Z. Ouais, bien sûr, j'ai de l'actu animé, manga et peut-être aussi une actu gaming pour changer. Ah bon, tu étoffes un peu tes compétences. Totalement, c'est important. Ça marche, on verra ça tout à l'heure avec toi. Il n'a pas un ragondin, mais un raccoon sur la tête. Notre cher Diff est présent. Comment tu vas? Tabernacle, bang bang. Le Canada t'a marqué profondément, oui, le Québec. J'ai ramené mon petit souvenir. J'ai pris ça dans une réserve vers Montréal d'Amérindiens. Il faudra que tu la rendes à Davy Croquette en sortant. T'as la ref. Bah évidemment, je regardais Disney Parade. Sinon on est là, le poneglyph totalement au max aujourd'hui, ça va être deep. Ouais. Comme la chanson de Blackstreet. Comme le mob. Ouais, il y a plein de vannes à faire sur Deep, ouais. Ça marche, on voit ça tout à l'heure avec toi, mon cher Diff. Valentin Paco est là aussi. Comment tu vas? Bah, très bien. Et... T'as pas un t-shirt manga aujourd'hui? Eh bah si. Ah si, il y a Chaozu avant quand il est encore discret. en vie. Ouais. Ok, j'avais pas à rebondir dessus. Est-ce que personne met des t-shirts? Non, personne met des t-shirts de Chaozu, mais on le laisse. C'est Valentin, il a le droit de faire un peu ce qu'il veut dans cette émission. Le Nani avec toi tout à l'heure. Un très lourd Nani aujourd'hui. Lourd en termes de longueur, tu parles? Ouais, 30 secondes un peu plus que d'habitude, mais on va parler d'une légende de l'animation. Ouais. Et, avec plein d'anecdotes, plein de chiffres, il y a tout, vous allez être fou. Eh bah très bien, et puisque tu parles de légende de l'animation, Patrick Imbert est avec nous, réalisateur entre autres du Sommet des Dieux. Comment tu vas? Ça va. C'est un vrai plaisir de te recevoir, tu sais. C'est un plaisir de venir. Ah bah heureusement, ça m'a embêté que tu me dises l'inverse. Tu peux rapprocher un petit peu le micro de toi si tu veux. Ouais. Il est amovible. Comme ça. Bah voilà, comme ça c'est parfait. On va évidemment parler du Sommet des Dieux avec toi, mais on va aussi parler de ce que tu as pu faire avant et de, j'espère, ce que tu feras après. J'espère qu'on aura quelques petites anecdotes entre nous et pour tous les auditeurs. Et en deuxième partie d'émission, Christophe Geldron sera avec nous, fondateur des éditions Naban. On parlera de ce qui est sorti et surtout des nouveautés de 2024. J'espère qu'il va nous mettre l'eau à la bouche. Si tout le monde est prêt, Yata, c'est parti. Yata. Alors, j'ai essayé. Non, mais tu l'as bien fait. C'est moins d'entrain, c'est moins de passion. Faut voir que tu le bosses un peu chez toi. Ok, je vais le bosser. Ça marche. Pour la semaine prochaine, du coup. Comme chaque émission, je commence avec le hype ou pas hype. Donc, j'ai sélectionné quelques news qui sont tombées dans la semaine. Et on va voir ensemble si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Alors, une pétition a été créée qui a été relayée d'ailleurs par plusieurs comédiens de doublage, version française bien sûr, contre l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les doublages. L'objectif de cette pétition, qui sera adressée à la ministre de la Culture, c'est que l'État protège les artistes et les œuvres pour, je cite, un doublage créé par les humains pour les humains. Pour l'instant, il y a 18 552 signatures. Il y en a peut-être eu un peu plus d'ici là. Et ils enverront la pétition dès qu'ils auront atteint les 25 000 signatures. Mon cher Valentin, est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose de lutter contre l'IA dans le doublage? Ah bah complètement. En fait, alors peut-être pas lutter contre, mais encadrer fortement, parce qu'aujourd'hui, c'est spoiler le travail et les voix de nombreux comédiens et comédiennes. Et il faut faire attention, parce que ça tue la créativité en termes. Ouais. L'IA, on parle d'IA génératrice, non, l'IA, elle reproduit, elle mélange, ça fait croire à de la création quand on mélange deux trucs qui sont un petit peu différents, mais au bout d'un moment, on aura fait le tour, on n'aura plus rien à créer. Ça peut être un super outil pour gagner du temps, pour aider, pour plein de choses, mais pas pour ça. Je suis d'accord. Patrick, est-ce que... Oh. Oui, merci. Est-ce que tu aurais utilisé l'IA, toi, pour le Sommet des Dieux? Alors, on l'aurait pas utilisé parce que c'était pas prêt à l'époque, mais par contre, on utilise des outils numériques. Ouais. Alors, l'IA va sans doute un peu plus loin, là c'est encore un peu tôt pour le dire. C'est vrai qu'il y a des développements assez fous quand on voit ce qui sort, mais je crois qu'en effet ça doit être encadré. Ouais. Et après, alors moi de ma petite expérience, c'est que les outils on finit par s'en servir, mais il y a de toute façon des gens qui les utilisent. Alors, est-ce que ça va supprimer des emplois? Oui, peut-être certains, ça va en recréer d'autres. Et puis de ce que je vois, c'est que quand on a un outil pour aller plus vite, ça supprime pas forcément les gens qui l'utilisent, c'est juste qu'on fait plus de trucs en fait. Ok. Voilà.
Diff. Moi, je suis team John Connor. Ah bah oui, on a tous vu Terminator 2. Calmez-vous avec ça, tu vois. Et surtout, en tant qu'artiste, je vois les choses qui sortent, tu vois. Tu peux te dire qu'aujourd'hui, en tapant sur le clavier, un mec qui peut te sortir un Holkeri featuring Nana Mouskouri. Sache que je signe pour ce featuring. Je le veux. Non, ouais, en vrai, il faut faire doucement avec ça parce que très vite, on peut se retrouver avec des... on va se sentir dépassé par cela. Ouais. Et comme on parlait tout à l'heure du film plus tôt. Oui. Tu vois. Et, de la série animée voilà, plutôt. Exactement. Et tu vois où ils en sont. Où les robots, ils sont en train de revendiquer leur existence. Leur émotion, ouais, bien sûr. En tant que pas humain, en tant que... Tu vois, et vas-y, flemme de cela. Ok, je l'entends, mais je maintiens avec Nana Mouskouri, je suis pour. Nice. Moi, je dis, soutenez grandement cette pétition. L'IA dans le métier des voix, je pense que ça peut être compliqué parce que être une voix, être doubleur, c'est vraiment ta voix qui est ton outil. Et qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as pas ça, en fait je parle dans le métier de voix. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire, en fait? C'est pas comme si on remplaçait une personne qui est à la caisse. On remplace. Ils sont déjà remplacés, Ils sont déjà ouais. remplacés, mais il reste toujours un humain dans les parages, tu vois. Mais quand on prend ta voix et puis on peut la falsifier, comme disait Diff, etc. Et au-delà de ça, là, quand tu m'as parlé de la pétition, moi j'ai pensé à la voix qu'on a vu passer sur Twitter, du seiyuu de Itadori. Ouais. Dans la saison 2, on l'a vu par terre faire donc la tu voix. Parles de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, exactement. On a vu une vidéo du seiyuu faire une fameuse scène où il était vraiment par terre en train de vivre sa scène. Ah oui. Et ça, tu peux pas le remplacer, en fait. Pour moi, l'émotion, tu peux pas la remplacer. Exactement, l'émotion dans ton interprétation, tu peux pas la remplacer par une IA, même si elle peut ressembler, c'est même très troublant. On peut être forcément touché par une IA, on n'est pas infaillible, mais je trouve que ça enlèverait tout ce côté humain à tout ce qu'on crée, tout l'art qu'on crée derrière. Donc je suis pas pour du tout. Même encadré, j'ai du mal. Ok. Alors on va rester dans les super nouvelles puisqu'un animateur de chez MAPPA, Vincent Casnard, a annoncé qu'il quittait les studios dû au rythme de travail, au manque d'humanisme des studios MAPPA. Il y avait eu des rumeurs sur les conditions de travail. Il faut savoir que MAPPA, ils ont 80% des animés à faire, donc forcément il y a un rythme insoutenable. Et donc il a claqué la porte et il en parlait dans une interview qu'il y avait eu sur Twitch. Je vais repartir dans l'autre sens, c'est un Nice. Est-ce que avec tout ce qu'on a eu sur les studios MAPPA, est-ce que les conditions des animateurs sont vraiment, ils sont vraiment à plaindre? Bah oui, c'est pas la première fois et ce sera pas sûrement la dernière fois. Maintenant, je pense qu'ils ont sûrement sous leurs ailes, c'est un peu bizarre de dire ça, mais plusieurs employés peut-être étrangers qui ont connu un autre style de travail, un autre droit du travail et qui sont plus aptes à parler. Je suis pas certain qu'il y ait un droit du travail au Japon. Non, mais je veux dire, ils ont peut-être aussi, tu vois, des connaissances sur les conditions de travail qui sont autorisées dans leur pays et voir comment ça se passe avec MAPPA et au Japon. Ils ont plus de facilité à s'insurger de ça, de prendre la parole sur ça. Et je trouve ça bien parce que forcément, aucun humain, même si le droit du travail est différent dans chaque pays, est censé souffrir comme cela. Et avec toutes les alertes qu'il y a eu concernant MAPPA, il est peut-être temps de changer les choses, que quelqu'un prenne les choses en main à ce niveau-là, ou que justement ceux qui regardent les animés peut-être en parlent davantage parce que forcément c'est la cible de MAPPA. Et forcément quand tu es la cible, c'est comme dans toutes les grandes chaînes, dans tout ce que tu veux, c'est le client qui est roi au final. Vrai. Donc c'est peut-être au client de dire mais on n'est pas d'accord avec ça, avec votre fonctionnement, et du coup ils seront forcément obligés de donc s'aligner. Donc tu veux qu'on arrête de regarder les animés? Je sais pas, regarder c'est dur, mais au moins essayer de le faire savoir, je sais pas, trouver une solution en tant que client, en tant que cible, pour dire que nous ça nous plaît pas également, qu'on veut pas regarder des choses qui sont faites dans ces conditions-là. Voilà. Patrick, toi qui connais légèrement l'animation, est-ce que tu étais au courant des rythmes insoutenables de MAPPA? Et puis surtout, est-ce que toi, tu connais le rythme à avoir? Est-ce que c'est vrai que ça peut déborder sur ta vie? Alors, l'animation, c'est beaucoup de boulot, où qu'on la fasse, que ce soit au Japon ou ailleurs. Par contre, nous, en France, on a des règles sur le travail qu'il faut respecter. Au Japon, même s'il y a des règles, le fait est que dans l'anime, les cadences sont infernales, mais c'est pas nouveau. Déjà, il y a par exemple, c'est connu, mais Miyazaki et Takahata faisaient partie de syndicats en lutte contre leurs mauvaises conditions de travail. Et c'est un truc très particulier au Japon, c'est que les mecs, ils bossent comme des fous furieux. C'est peut-être pour ça que c'est les meilleurs du monde aussi.
Et c'est un vrai problème. Après, moi, je n'ai jamais travaillé au Japon, donc je ne connais pas vraiment d'expérience personnelle, mais c'est vrai que c'est un problème. Et alors là, on va voir ce qui va se passer. En effet, c'est peut-être parce que c'est un occidental qui était... Je crois pas qu'un japonais pourrait faire ça. Bah, en tout cas, on les entend pas. Ouais. S'ils râlent, ils le disent pas trop fort. Et non, chez nous, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'investissement, mais en général, c'est des gens passionnés. Comme au Japon, en fait, si tu fais ça, c'est que tu as voué ta vie à ça, tu as fait des années d'études, d'entraînement, de dessin, d'animation, de la technique pour arriver à un résultat artistique. Ouais. Donc en général, tu veux le faire, et très souvent, les gens font presque plus que ce qu'on leur demande. Donc c'est vrai qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. Il faut faire très attention que ce soit à la fois les employés, mais aussi les employeurs. Ouais. Et quand je dis les employeurs, c'est le patron du studio, évidemment, parce que c'est lui qui paye, mais même les chefs d'équipe. Non, c'est celui qui fabrique, en fait. Le studio qui fabrique. Et même par exemple, moi qui ai des postes de réal maintenant, il faut que je fasse très attention à ne pas demander à mes équipes de dire allez, tu me finis ça pour ce soir, et parce que le risque, c'est qu'il accepte et qu'il reste jusqu'à super tard. D'accord. Et en fait, il faut surtout pas. Ceux qui sont responsables, les chefs de poste, les réals, les patrons, doivent calibrer la masse de travail par rapport aux équipes, et pas l'inverse. D'accord. Diff, est-ce que tu penses que Mappa, il faut qu'il donne des animés à d'autres studios un petit peu? Ouais, j'en parlais avec Pat, même tout à l'heure. Pat, c'est Patrick, hein, c'est pas Pat Le Guen. Ouais, évidemment qu'il faut qu'ils partagent, parce que tu vois tous les gros bangers, les grosses animations, on voit Mappa Full Up, et après il y a des rumeurs comme quoi ils traitent mal, ils surexploitent. C'est plus une rumeur là. Voilà. Là ça commence à faire beaucoup. Leurs employés, ils font les sukuna avec eux, donc. Belle rêve. En tout cas, ça sera jamais une hype en vrai. Oui, évidemment. Respectez les employés et puis faites les choses bien, donnez-leur un bon salaire, parce que vu que tout ce qu'on regarde là, je pense qu'ils brassent assez pour mettre bien tout le monde. C'est vrai. Alors attention, il n'y a jamais assez de sous pour faire les trucs. Hein. Ah, il n'y a jamais assez de sous. Jamais. Et c'est bien pour ça que les Japonais ont développé des super méthodes d'économie. Parce que ils ont développé ça depuis super longtemps, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sous pour faire les séries, mais ils arrivaient parce qu'ils étaient malins à faire des trucs comme ça. Mais tout ce que ça génère. Mais ça le génère après. En fait, quand tu produis, désolé pour l'interruption, quand tu produis un animé, tu vas partir sur un budget, tu vas viser, tu vas avoir un rêve de ça va coûter tant. En fait, en vrai, ça va tout le temps déborder, parce qu'en plus, pour qu'on te donne le truc, tu vas faire essayer de raboter au maximum pour que ça rentre dans le budget. Tu vas chercher un sponsor, parce que déjà de base, là où les chaînes qui vont te diffuser vont pas avoir assez d'argent, et malgré ça, c'est pas assez rentable. Donc tu mises d'entrée de jeu sur l'exploitation commerciale derrière. Mais l'exploitation, à quel niveau? Parce que là, on parle d'une grosse franchise quand même. Non, mais même la grosse franchise, en fait, quand t'es le studio, tu viens chercher l'éditeur et tu lui dis j'aimerais adapter ton œuvre. Dans 60% des cas, c'est le studio qui vient dire j'ai envie de faire tel truc. Et après, bien sûr, il y a des gros accords cadres, Toei avec Shueisha ou d'autres, mais le studio, il est demandeur de la licence, il vient dire j'ai envie de la faire, il la demande, et après il se démerde pour la faire, mais il va pas récupérer tous les revenus que ça génère sur une diffusion sur Netflix, sur les ventes de produits dérivés et tout. En fait, des fois même il va rien gagner, hein. Des fois ils ont que la vente de DVD, et la vente de DVD Blu-ray, ça se casse la figure, même au Japon, et c'est une économie qui est très très difficile, et en plus tu rajoutes à ça qu'il y a une pénurie d'animateurs, donc il y a des gens passionnés, mais ils sont de moins en moins nombreux, et ça rend les conditions encore plus extrêmes. Et on va finir un peu avec un truc un peu plus sympatoche, parce que là, les deux premiers c'était pas ouf, avec 15,4 millions de moyenne sur le dernier épisode, un pic à 22 millions, Demon Slayer, et donc Demon Slayer saison 3 est l'animé le plus vu au Japon de 2023, donc c'est-à-dire devant One Piece, c'est-à-dire devant après One Piece. Après One Piece c'est en fleuve, donc c'est encore compliqué, mais devant l'Attaque des Titans qui était extrêmement attendue. Donc sur une saison qui pour certains n'est pas la meilleure saison, mais ça c'est encore un autre débat. Les chiffres sont très hauts. Valentin, sont des chiffres normaux ça pour une saison qui fonctionne? Alors, parce que sur un épisode, c'est un très très gros chiffre, d'autant plus que le marché au Japon, il est scindé en plus de 30 chaînes. Donc à l'époque, on a eu des chiffres comme ça à l'époque de Dragon Ball ou de Touch, d'ailleurs, que je cite très souvent. Oui. Mais il y avait que 5 chaînes à l'époque. Donc c'était beaucoup plus facile de faire un taux d'audience super grand. Le record de Demon Slayer sur ce dernier épisode de la saison est dingue.
Le deuxième record d'audience, c'est aussi Demon Slayer avec le premier épisode de la saison. Ouais. Le troisième, c'est Sazae-chan. Après, on retrouve Frieren et après, on retrouve Détective Conan. Donc en fait, l'Attaque des Titans est même pas dans le top 5 de cette année. Si on regarde les chiffres que Netflix a donnés, Demon Slayer en cumulé, c'est 40 millions d'heures visionnées cette année. Ah oui, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Patrick, 15 millions de personnes sur le sommet des dieux, ça te hype ou pas? C'est dans les rêves peut-être. C'est des chiffres qui paraissent impossibles pour l'animation française? Je sais pas, non, ça dépend où c'est, qu'est-ce que c'est, parce que l'animation française ça veut pas dire grand chose, ça peut être plein de choses, ça dépend ce que c'est, où c'est diffusé, comment c'est diffusé. L'animation japonaise, si tu remontes 30 ans en arrière, elle était beaucoup moins vue, elle était vue parce qu'elle était diffusée au Club Dorothée et que tout ce qui allumait la télé, il tombait dessus, mais personne allait chercher de l'animation qui n'était pas servie comme ça sur un plateau. C'est exact. Donc après voilà, ça, culturellement, c'est un petit peu rentré dans les mœurs, j'ai envie de dire. Et le fait est que les productions françaises, en fonction de ce que tu prends, ça va pas toucher le public de la même manière. Si tu prends des films d'auteur, il y a pas beaucoup de gens qui les voient. C'est vrai. Et puis si tu prends, je sais pas moi, tu prends Astérix, ça fait des cartons. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc tout dépend de quoi on parle. En fait. C'est vrai. C'est très très vrai. Mon cher Diff, je sais que t'as pas été hypé par la saison, mais est-ce que ça te donne envie de te remettre? Justement, je me dis que le Japon, il est peut-être amené à avoir des hypes qui sont propres à eux. Parce que, bien sûr. Parce que là, quand il dit le top 5, je m'identifie pas dans tout ça, tout ce qui cartonne là-bas, quoi. Donc là, sur Netflix, Vinland Saga a cartonné. Hein. Oui. Ah bon? Ouais, j'ai pas les chiffres francs. C'est 50 millions d'heures vues cette année sur Vinland Saga pour Netflix. C'est très lourd, mais c'est pas dans le top 5 japonais. Ah non, parce que là, c'est le top 5 japonais que je vous ai dit. Enfin, c'est tu vois, Japon, le top 5 japonais. Donc, en fait, que la saison 3 de Demon Slayer, qui est la moins bien des 3 en plus, tu vois, qui soit le record. Oui, elle est importante, surtout sur le dernier épisode. C'est vrai que le dernier. Donc, n'en parlons pas. Donc, en vrai, oui, la suite s'annonce lourde, mais je ne l'explique pas, ce tel score. Quoi. Ok. Tel score. Nice, t'as aimé la saison 3, toi? Moi, j'ai aimé la saison 3. Maintenant, c'est vrai qu'après toute la saison avec Tengen, j'ai trouvé ça un petit peu, juste légèrement dans l'histoire, en deçà. Je sais pas pourquoi. Oui. C'est juste un ressenti, mais en soi, quand tu prends du recul, elle était excellente aussi. Hein. Elle était parce que le pilier de la brume, il est pas très éloquent. Non, elle était pas excellente, elle était bien. Non, elle était excellente. Oh ouais, elle était magnifique. Elle était... Non, les piliers étaient très moelleux, très chamallows. Tu vas aller voir la saison prochaine les piliers, tu vas voir s'ils sont chamallows. C'est peut-être un problème d'identification après, tu vois. Peut-être que les Japonais préfèrent certaines personnalités à d'autres. Et peut-être que les personnalités de ces piliers-là, justement, sont vraiment favorisées. Peut-être que la pilier de l'amour a attiré des gens. Avec son sabre ruban. En tout cas, et même le pilier de la brume un peu pudique, un peu, tu vois. Ah oui. Et puis il est très fort, hein, ce pilier. Ouais, il est extrêmement fort et très badass, attention. Il a une histoire très c'est tragique. quelqu'un, voilà. Donc ça m'étonne pas en soi. D'ailleurs, je vous annonce que je peux pas encore vous dire la date, mais on vous prépare une petite surprise autour de Demon Slayer, forcément autour de la suite de ce qui va arriver de Demon Slayer. Mais je laisserai notre cher producteur Face vous expliquer un peu plus de choses quand ce sera possible, parce que pour l'instant ça l'est pas. Tu l'utilises comme ça. Je sais. Moi j'ai les trucs, mais j'ai pas le droit de le dire, sinon je me fais virer. Et j'ai pas envie de me faire virer, parce que je suis vachement bien là. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Alors, mon cher Patrick Imbert, je rappelle que tu es réalisateur, entre autres, du Sommet des Dieux. Je vais rapidement faire le pitch, mais vraiment en condensé. Bon, après, on va pouvoir parler de plein de choses et de toi. Donc, on est en 1993, dans une boutique de Katmandou, donc au Népal. Un photographe alpiniste, Fukamashi, pense avoir retrouvé l'appareil photo de Georges Mallory, qui est peut-être, possiblement, le premier homme à avoir escaladé l'Everest. Et alors qu'il pense avoir retrouvé l'appareil, il se le fait voler. L'appareil, du coup, après avoir rencontré un autre alpiniste dont j'ai plus le nom. Abu Joji, merci. Il décide de se mettre en quête, pour retrouver ce fameux appareil photo et découvrir la vérité sur qui a escaladé l'Everest en premier. Alors c'est très rudimentaire, mais parce qu'on n'a pas 6 heures non plus, donc j'aimerais qu'on avance un petit peu. Avant de commencer sur le Sommet des Dieux, comment t'es rentré dans l'animation, Patrick ? Alors, je suis rentré en faisant l'école des Gobelins. Ok, donc sur Paris.
sur Paris. C'était en 1998, donc à cette époque, il n'y avait qu'une seule école. Alors je rappelle, c'est une école d'animation. Hein, alors c'est une école des métiers de l'image. Des métiers de l'image, et il y a un département animation qui a valu une certaine réputation à cette école. En fait, quand on dit les Gobelins aujourd'hui, si tu parles des gens de l'image, ils vont penser dessin animé. Ouais. Mais il y a d'autres départements. Mais surtout, en termes de dessin animé, à cette époque, il n'y avait que ça. Donc, comme tous les gens d'un certain âge dans l'animation, j'ai fait les Gobelins. Voilà. Sache qu'on dirait que je suis à 20 ans. Et d'où est venue cette passion en fait? Pourquoi cette envie d'animation? En fait, j'avais pas forcément envie d'animation. Je dessinais, c'est tout ce que je savais faire. Donc, quand on dessine, mais ça depuis tout petit. Ça depuis tout petit, ouais. Et après, faut choisir ce qu'on fait en fonction du boulot qu'on veut faire. Enfin, on choisit ses études en fonction du boulot. Et moi, j'aurais au départ aimé être peintre, artiste, je sais pas, façon 19e siècle. Mais ça marche plus très bien. Et puis, Attends, juste je te coupe, on va rebondir là-dessus quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même des toiles que tu fais chez toi pour le plaisir? Non, très peu. J'en ai fait un peu. Enfin, je dessine par ailleurs. Enfin, j'ai fait un peu de peinture, mais à peine. Ouais. Mais surtout, moi, j'ai fait les Gobelins parce qu'à l'époque, c'était 2 ans d'études et que c'était gratuit. Ah oui, c'est bien ça. Okay. Ah oui, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Hein. Je suis désolé pour ceux qui le font maintenant. Ça coûte très très cher. Et en fait, j'avais pas les moyens de vivre plusieurs années sur Paris en payant très cher des études comme ça. Donc j'ai fait ça. Et en fait, et aussi, ce qui m'a décidé, c'est que j'ai fait les portes ouvertes des Gobelins et j'ai trouvé ça cool. Ouais. Et en fait, ça s'est révélé exact, c'est-à-dire que le milieu de l'animation, et les Gobelins aussi, en fait, c'est plutôt cool. Donc, bonne ambiance. Bonne ambiance. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les écoles d'animation, dont moi, est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être pour nos auditeurs qui aimeraient se lancer dedans, qu'est-ce qu'on t'apprend dans une école d'animation? C'est un peu bête, mais... Ouais, alors là c'est une école d'animation traditionnelle, c'est-à-dire où on dessine, en fait. Et contrairement à la 3D, il y a un peu de 3D au Gobelin, mais c'est pas le truc principal. Et alors en fait, il faut savoir dessiner, c'est un prérequis. Et après, on apprend les bases de l'animation, c'est-à-dire comment bougent les choses. D'accord. Et parce qu'il y a des techniques qui sont les techniques, les vieilles techniques depuis Disney, c'est les mêmes, ça n'a pas changé. Ouais. Et puis, alors aujourd'hui, on n'apprend pas que l'animation en elle-même, ça s'appelle on forme des réalisateurs, on va dire. Alors évidemment, tout le monde ne sort pas réalisateur, mais ça veut dire que les étudiants touchent un petit peu à tout. Ils font un petit peu de décor, un petit peu de storyboard, ils font, voilà, puisque il y a des projets de fin d'études qui sont des films, en fait, des courts-métrages, et ça leur permet de toucher à tout. Nice. D'accord, ça permet en fait de découvrir, de savoir où est-ce qu'on voudrait se pencher pour plus tard. Quoi. Ouais, absolument. Et d'ailleurs, à la sortie, il y en a, clairement, ils ont vu qu'ils étaient plutôt animateurs. Voilà, c'est leur kiff. Ils aiment pas la couleur, ce qui était mon cas, par exemple. Ouais. C'est pas leur truc. Ils se dirigent comme ça. Mais il y en a, ils vont être plutôt décorateurs parce qu'ils aiment bien passer du temps sur une image fixe ou des choses comme ça. D'accord. Et chacun se découvre un peu ses préférences. Ouais, c'est ça. Et du coup, dans l'univers du manga, est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert avec le temps? C'est quelque chose que vous avez découvert dans l'enfance? Le manga, vous étiez déjà familier avec alors, dans mon enfance, il n'y avait pas de manga déjà. Donc ça, c'est réglé. J'ai découvert, en fait, je l'ai découvert, on va dire, presque le plus tôt possible, parce que j'avais des amis qui, là où ils étaient dans leur ville, avaient accès aux premiers mangas qui arrivaient, c'est-à-dire les premières éditions des shonen qui débarquaient, les quelques Dragon Ball qu'on a pu avoir, voilà. Mais c'était très peu à l'époque, donc j'ai vu ça. Moi-même, j'avais pas accès à tout ça, donc je connaissais très peu. Et après, j'ai découvert petit à petit, en venant sur Paris pour faire les études, là on a accès à plus de choses, et j'ai découvert ça un peu plus profondément. D'accord. Valentin. En influence absolue, dans l'animation, ça serait qui pour toi? Takahata. Ah. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler quelques œuvres de Takahata? Isao Takahata, bon, déjà c'est un des 2 piliers du studio Ghibli. Tombeau des Lucioles. Et Tombeau des Lucioles, évidemment, le plus gros tire-larme du monde, qui est un chef-d'œuvre. Mais Souvenir goutte à goutte. Quel enfer de le revoir. Mes voisins les Yamada, enfin c'est que des chefs-d'œuvre, je trouve. Prince Kaguya, son dernier. Oui. Concernant ton œuvre d'art, oui, au moins. Oui, le domaine de l'alpinisme, pourquoi cette direction? C'est quelque chose que tu as déjà pratiqué? Alors je me permets de te couper. Avant qu'on rentre dans le sommet des dieux, attends, quelques questions avant qu'on rentre dedans, et garde ta question, Div, ça marche? Tu sors de l'école, alors j'imagine que c'est pas tout de suite, mais comment tu te retrouves sur Le Grand Méchant Renard?
Je me retrouve sur Le Grand Méchant Renard, puisque quelques temps auparavant, j'ai travaillé sur un film qui s'appelle Ernest et Célestine, qui est co-réalisé par Benjamin Renner et le duo Patard et Aubier, les Belges. J'étais dessus simple animateur sur le pilote, comme on s'est très bien entendu avec Benjamin. Je suis devenu directeur d'animation sur le film et on a formé une équipe avec les décorateurs, la créatrice des personnages. On a beaucoup bossé ensemble et après on a remis le couvert quand il s'est agi de faire Le Grand Méchant Renard, qui est en fait un film tiré d'une bande dessinée de Benjamin. La BD n'était pas sortie, que le producteur a dit allez, on y va. Voilà, on le fait. Et puis en fait on a tout simplement refait ce qu'on savait faire et les méthodes qu'on avait mis en place sur Ernest et Célestine, qui est un style assez particulier. On a en gros repris les mêmes. Et puis on est parti là-dessus. On change pas une équipe qui gagne. Exactement. Et sauf que là où au départ Le Grand Méchant Renard devait être un spécial télé d'une petite demi-heure, ça s'est avéré être 3 spéciaux télé. Et puis quand tu as 3 spéciaux télé d'une demi-heure, tu vas vite faire un long métrage d'une heure et demie. Donc Benjamin, lui, avait pas envie de tout réaliser parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Il avait déjà fait la BD, il avait fait le premier des 3 petits tronçons du film. Et il cherchait quelqu'un pour co-réaliser avec lui. Et puis, il se trouve que moi, j'étais assis à côté de lui pour faire la direction d'anime. Donc, en fait, il m'a dit au bout d'un moment, tiens, tu veux pas le faire. Voilà. Mais t'as eu une certaine appréhension pour cette première réalisation coréale Alors, oui, mais ma plus grosse appréhension, c'est pas de fabriquer, parce que je savais déjà fabriquer, je travaillais déjà depuis longtemps. C'était plutôt de décevoir Benjamin, en fait. C'était ça ma plus grosse peur. Du coup, Diff, est-ce qu'on va passer au sommet des dieux, du coup, vas-y. Oui, donc oui, le sommet des dieux, cette œuvre d'art, le thème de l'alpinisme, parce que moi me concernant, c'est jamais quelque chose sur lequel je me suis vraiment intéressé. J'ai ma ref qui est Cliffhanger. On va en parler de Cliffhanger, évidemment. De Sylvester Stallone, tu vois, un film de ma jeunesse. Et c'est en regardant ton film que je me suis dit, mais je me suis posé vraiment beaucoup de questions sur ceux qui pratiquent, pourquoi se mettre en danger pour gravir des montagnes avec beaucoup de risques. On rappelle, c'est l'Everest, c'est le plus haut du monde. Risquer sa vie, des fois sans oxygène, des fois même on est perdu, des hélicoptères qui te retrouvent pas. Tu vois, te retrouvent pas, précisez pas. Surtout en 1924, il ne devait pas y avoir beaucoup. Voilà, exactement. Et voilà, j'ai trouvé le film très deep. Pourquoi ce thème, en fait? Alors, il n'y a pas vraiment de pourquoi, parce que c'est pas moi qui l'ai choisi. En fait, je me suis pas dit, je vais faire un film sur l'alpinisme. En fait, c'est des producteurs qui ont choisi d'adapter cette BD. Voilà, et notamment Jean-Charles Storero, qui était le porteur du projet au départ, qui était fan du travail de Taniguchi et fan d'alpinisme. Donc, il a un peu réuni ses deux passions. Il s'est associé avec Didier Brunner et moi, je suis arrivé après. Donc, en fait, j'ai pas vraiment choisi. Par contre, dans ta question, il y a le sujet de la folie de ce truc-là. Et ça, c'est vrai, mais ça, c'est consubstantiel à cette pratique, et c'est ça qui le rend intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une dimension dramaturgique assez forte. C'est super risqué, c'est super dangereux, ça sert à rien. Personne ne vous le demande, et il y a des gens qui le font en fait. C'est vrai qu'on va chercher les problèmes, donc c'est ça qui est fascinant en fait, c'est la dimension de folie humaine. Folie, c'est un peu facile à dire, mais ce truc de qu'est-ce qui pousse les gens à faire un truc. Voilà. Exactement. Alors, je sais que quand t'es arrivé sur le sommet des dieux, à la base, c'était pas en tant que réalisateur. Ouais, c'était à la toute base, mais ça c'est normal, c'est-à-dire qu'avant que les projets soient en production, on essaie de monter un dossier de financement, souvent, pour dire, regardez le film qu'on va faire, donnez-nous des sous. Voilà, en gros. Il faut que ce dossier soit plaisant. Et pour ça, on fait des premières recherches de décors, d'ambiance et de personnages. Et moi, on est venu vers moi pour faire des personnages. Et en vrai, on n'est même pas vraiment venu vers moi. C'est-à-dire que je travaillais au studio pour faire Le Grand Méchant Renard. Les producteurs trouvaient personne, en fait. Et puis, ils m'ont dit, à un moment donné, tiens, t'as pas quelques jours à nous filer pour faire ça. Et donc, j'ai commencé alors, on pourrait dire être designer de personnages chara-design, si on veut. C'est comme ça que j'ai commencé. Et de fil en aiguille, il y a une espèce de confiance, on va dire, tout simplement, qui s'est installée entre les producteurs et moi. Et ils m'ont associé de manière de plus en plus proche au projet. Voilà. Valentin. Le Sommet des Dieux, comme tu l'as dit, c'est un livre puis un manga, et c'est un manga quand même assez long, c'est 5 tomes. Quand on doit adapter en un film de 1h30, c'est pas simple. Pas possible. Comment c'est cette première montagne que tu as dû gravir de faire un choix?
comment est-ce que ça s'est passé? Bah alors déjà, c'est un travail de scénario. Avant d'être un travail de cinéma, c'est-à-dire que, tu l'as dit, on ne peut pas tout faire, hein, c'est comme adapter La Recherche du temps perdu, c'est pas possible en 1h30, donc il y a un choix, un axe particulier, et pour ça, en très gros, moi je suis parti du sentiment que j'ai eu en lisant la BD. Et bon, je veux pas spoiler, mais il y a quand même un personnage qui meurt à la fin, et moi j'étais ému par ça. T'as un peu spoilé quand même. Légèrement. Je dis pas qui. Non, en fait, je tease en même temps. Ah oui, d'accord. Si vous voulez savoir qui meurt, regardez le film. Bien. Et t'as vu l'art du teasing. C'est très fort. Voilà. Et en fait, moi qui ne connaissais rien à l'alpinisme, qui n'était pas forcément versé dans ce genre de truc, j'ai été suffisamment ému pour être triste en voyant la mort de ce personnage. Donc je me suis dit, bah voilà, ce que je voudrais faire, l'axe, c'est émouvoir les gens avec ça. Et donc suivre une trajectoire personnelle. Ouais. Et à partir de là, alors là c'est juste une base, et après il faut faire tout le travail de scénario qu'on a créé avec Magali Pouzol, et comme co-scénariste. Et là, bah, en fait, il y a des trucs, il y a certains trucs évidents, c'est-à-dire dans l'histoire, il y a eu des épisodes de mafia népalaise, des trucs un peu rocambolesques. Bon, ça, tu sens assez vite que ça va pas avoir sa place dans le film. Donc tu l'écartes. Après, il reste un tas de scènes qui sont cool, et là, bah, en fait, c'est des essais, des hypothèses et des 1000 versions de scénarios. Et j'ai envie de dire, ça s'arrête pas qu'au scénario, parce que le scénario n'est jamais validé à proprement parler. Ouais. Tu continues au moment du storyboard et tu essayes, tu fais des scènes que tu vas jeter parce que bah, tu les croyais cool, puis non, et puis voilà. Donc c'est beaucoup de tâtonnement, je dirais. Nice. On parlait là d'une adaptation. Une adaptation de Jiro Taniguchi, de feu Jiro Taniguchi. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez eu la chance de le rencontrer du coup pour ce film, et est-ce qu'il a pu intervenir avant forcément? Malheureusement non, j'ai pas pu le rencontrer. J'aurais beaucoup aimé, parce que j'aime vraiment bien son travail. Il est mort en 2018 si ma mémoire est bonne, à un moment où on avait à peine commencé la pré-production. Donc il a vu et consulté les premiers éléments, puisque la production était en relation avec lui, ce qui n'est pas mon cas. Et il a en gros, il a dit un peu OK à ce qu'il a vu. Et à mon avis, mais ça c'est mon interprétation, c'est que comme il était adaptateur lui-même de plein de trucs, parce que c'est un roman. Alors le Somme des Dieux, c'est un roman à la base, mais il y a plein de ces BD qui sont adaptés de romans. En fait. Bien sûr. Et étant adaptateur lui-même, il savait très bien que quand on fait un boulot, il faut pouvoir être un peu libre de ce qu'on fait. Oui, et je pense qu'il était suffisamment conscient de ça pour nous laisser un petit peu libre. Alors je pense que s'il avait vu des trucs tout pourris, il l'aurait dit, mais voilà. Avant qu'on... C'est bon. Oui, c'est bon. Avant qu'on rentre dans le côté visuel, parce qu'il y a énormément de choses à dire, moi, alors je vais te poser une question sans avoir lu le manga. J'ai l'impression que dans cette histoire, il y a un côté très Citizen Kane, c'est-à-dire qu'on a le journaliste qui va aller qui va aller voir un peu les gens pour savoir l'histoire de ces deux alpinistes. Est-ce que c'est vrai? On va avoir des flashbacks, on va avoir plein de recherches dans les archives. Est-ce que c'est quelque chose que toi t'as rajouté? Est-ce que ma comparaison est bonne, ou est-ce que c'était déjà dans le manga? Alors c'est déjà dans le manga. Voilà. En fait, si tu veux, tout est dans le manga, mais comme le manga, tu l'as dit, fait je sais pas combien de milliers de pages, en fait, il faut le rationaliser et l'organiser autrement. Ouais. Et le rendre propre au rythme d'un film. Ouais. En fait, tu peux pas juste prendre des scènes d'un livre, mais quel qu'il soit, hein, d'une BD ou de la littérature, tu peux pas juste transposer ça et le mettre bout à bout, ça marchera pas du tout. Donc il faut penser les éléments par rapport à ton médium, donc en l'occurrence le cinéma, et gérer les scènes et le rythme avec, quoi. Alors, du coup, on va rentrer un petit peu dans le film. Moi, le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est le photoréalisme qu'il y a. Que dans les scènes d'alpinisme, même dans les scènes à Katmandou, la lumière, plein de choses. L'immensité des paysages. Comment tu travailles ça? Alors comment je travaille? Déjà, j'ai une super équipe de décorateurs, j'ai un super DA, David Cocardacieux, qui est lui-même réalisateur de courts-métrages. Et en fait, déjà à la base, il y a une envie. Qui est la mienne et que je partage avec le DA, c'est d'aller vers ce truc le plus cinématographique possible. Alors, tu parles de photoréalisme. Bon, moi, j'emploie pas ce terme parce qu'on cherche pas la précision de la photo. J'ai peut-être pas les bons termes. Par contre, non, mais en fait, ça arrive. Il y a plein de gens des fois qui me disent, alors c'est quoi les photos derrière? Bon, en fait, il y a pas de photos, c'est tout redessiné. Mais par contre, dans notre recherche de DA,
on est par exemple, on prend le contre-pied de certains dessins animés, type, je sais pas, je prends Ghibli, avec tout le respect que j'ai pour le studio Ghibli, tu prends le bleu du ciel, il est très très bleu, le vert des arbres est très très vert. Ouais. Or, ce qui nous intéressait là, c'était plus de regarder ce qui se passe dans des photos ou dans des films de prise de vue réelle, où en fait, il y a beaucoup plus important de la lumière plus que de la couleur, enfin au moins autant. Et donc, on joue beaucoup des contrastes, beaucoup des valeurs de lumière, et le vert des arbres n'est pas forcément vert en fait. Mmh. Voilà. Et donc, c'est cette approche-là qu'on a essayé d'avoir. Et c'est réussi. Hein. Merci. On a énormément de références photos parce qu'il ne faut pas qu'on dessine n'importe quoi. Déjà, géologiquement, l'Everest, c'est pas les Alpes, ça ressemble pas. Alors, vous documentez dessus on a des gigaoctets de documentation sur les ordi, de tout. Mais ça va des montagnes au matériel d'alpinisme, mais au truc du Japon aussi. Ouais. C'est-à-dire que dans les villes japonaises, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut que ça ressemble au Japon. Alors par chance, on avait quelques décorateurs qui avaient bossé au Japon, donc c'était cool, mais on a aussi une consultante japonaise pour ça. Et surtout, on peut pas juste faire avec Google Street, par exemple, qu'on a utilisé pour plein de trucs, c'était très bien. On le fait tous. Hein. Non, mais c'est vachement bien. Mais là, ça suffisait pas parce que comme il y a des scènes qui se déroulent dans le passé, donc dans le Japon des années 60, il faut aller dans les archives pour voir comment c'était. Donc énormément de documentation pour tout. Ouais. Mais j'ai envie de dire, ça c'est normal, à partir du moment où on a un sujet, il faut le traiter avec respect, quoi. Ouais, voilà. Bien sûr. Mais que ça soit ça ou autre chose. Nice. Justement, on parlait de montagne, on parlait de matériel. Est-ce que vous avez dû côtoyer ou faire intervenir justement des maîtres de l'escalade pour comprendre tout ce qui est matériel, comprendre tout ce qui est aussi sensation, danger, pensée. On voit tout de suite une certaine psychologie chez les personnages qui ont. Pour moi, j'ai été convaincue que c'était des maîtres de l'escalade. Donc je pense que vous avez dû aussi prendre un peu de leur façon d'être à eux. Carrément. En fait, on a eu. Déjà, moi, je me suis documenté sur ce truc-là, parce que j'y connaissais absolument rien. Donc j'ai lu des trucs, j'ai regardé un tas de documentaires, ça tombe bien, il y en a plein. C'est une passion qui est vraiment très très documentée. Et on a eu deux grimpeurs. Le premier, c'est Vincent Vachette, qui est un alpiniste français, un summiteur, comme on dit, puisqu'il a gravi le sommet de l'Everest au sein d'une équipe chinoise il y a quelques années. Donc lui, il est venu nous faire part de son expérience, nous raconter un peu comment c'est, comment on manque d'oxygène quand on est tout en haut, en fait, que le plus dur, en fait, c'est le manque d'oxygène, et que tout est lent, de faire ses lacets, ça prend un quart d'heure, et de tout ça. Donc ça, on le voit pas forcément dans les documentaires, et quand quelqu'un vous le raconte, c'est intéressant. Donc ça a nourri ma perception des choses. Et après, pour entrer dans le dur, on a eu Charlie van der Elst, qui est un membre du CAF, le club alpin français, pour ceux qui connaissent. Et donc lui, il est carrément venu au studio avec son matériel, avec les cordes, les mousquetons, les piolets, et il est allé jusqu'à se suspendre à la mezzanine pour mimer des scènes du film. En fait. Parce qu'en fait, c'est tellement technique que par exemple, pour faire des nœuds, un machar ou un prussique qui est un nœud autobloquant, c'est trop compliqué, on ne sait pas comment on fait en fait. Ouais. Et donc lui, il nous l'a mimé, on a pris des photos sous tous les angles et pour reproduire ça, quoi. Donc lui, c'était vraiment un conseiller technique assez pointu pour ça. Valentin. J'allais juste dire que j'imagine aussi les mouvements du corps, aussi le fait de mettre ses doigts dans les petites crevasses pour pouvoir monter. Il ne bouge pas n'importe comment. Voilà, il y a des vrais gestes techniques. Donc ça, bien sûr. Voilà. Valentin. Je vais revenir sur les couleurs. Quand on fait un film d'animation, justement, tu dis, toi, tu préfères le noir et blanc. Donc on commence par faire le storyboard, sans les couleurs, sans les lumières. On fait les animatiques, et après, c'est seulement plus tard qu'on fait les éclairages. Comment vous travaillez ça? Comment vous visualisez? J'ai pas dit que j'aimais pas les couleurs, j'ai dit que j'étais pas très fort pour faire des couleurs. C'est pas la même chose quand même. Mais j'adore ça. Non, en fait, évidemment qu'on commence en noir et blanc, puisque c'est la base du dessin. En revanche, on a une étape un peu particulière en animation. Alors le nom change en fonction des équipes. On va appeler ça un color script ou un color board, peu importe, qui est de rechercher le look de l'image, l'atmosphère de l'image, l'ambiance, mais avant de fabriquer l'image. Et on va partir sur quelques vignettes de storyboard. Par séquence, on va prendre une ou plusieurs vignettes de storyboard, un gros plan, un plan large, pardon. Et avec ça, le DA va tomber des petites vignettes colorées, en croquis, pas détaillées. Et là, on va pouvoir se dire, ok, ça c'est une bonne lumière du matin, par exemple, ou alors, non, en fait, si on mettait
c'est ça le soir. Ah ben, on va chercher une ambiance de soir. Ou on est dans la montagne, qu'est-ce qui se passe? Si c'est très ensoleillé, ça n'a pas la même tête que si c'est la brume. Ouais. Et pour être très concret, on a commencé des recherches de ça pour toute la phase d'ascension de l'Everest. Ouais. Et on est parti au départ sur un truc assez brumeux, très... ça se ressent. Ouais, mais sauf qu'en fait, en faisant tout le reste de la séquence, on s'est aperçu que si on voulait qu'il y ait une progression dramatique dans l'image autant que dans les actions, en fait, il fallait commencer par du temps clair et que le temps se gâte après. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on voit à cette étape de color script. C'est-à-dire, on l'a fait assez en amont et ça nous permet de dire, voilà, là, il fait jour, il fait nuit, il fait beau, il fait pas beau, il fait plein de choses, en fait. Comme un monstre qui arrive, la tempête. Ça, c'est la scène de la tempête. Et donc, on fait ça en amont. Et après, charge à l'équipe de décorateurs couleurs de répercuter cette ambiance-là dans les décors finis. Voilà. C'est un film en 2D, ce qui donne certaines contraintes pour la représentation de l'espace, et notamment sur des mouvements de caméra. Comment est-ce que vous avez trouvé les astuces pour jouer sur les profondeurs avec des changements de texture, des changements de grains et des flous? Alors, déjà, c'est tout con. Hein. Déjà, des contraintes, il y en a tout le temps en animation. Là, c'est de la 2D, donc il y a les contraintes de la 2D, mais si on fait de la 3D, il y a les contraintes de la 3D. En fait, on n'a pas réinventé la roue. Hein. On a utilisé des méthodes, mais toutes bêtes de 2D. Et évidemment qu'en 2D, on ne peut pas faire des plans au drone où on tourne autour des montagnes. Et d'ailleurs, ça aurait été ridicule. Il y a des gens qui le font très bien en 3D, mais si on avait voulu reproduire ça en 2D, on se serait planté. Donc, moi, je suis plutôt parti d'un autre axe artistique, c'est dire, puisqu'on a de la 2D, assumons à fond la 2D, et les plans de montagne, ils sont très statiques. Voilà. Et par contre, comme ils sont statiques, pour que ça ait un peu de la gueule, on va travailler la profondeur. Donc, oui, on va mettre du flou parce que dans la prise de vue réelle avec les caméras, il y a du flou. On va un peu reproduire ça. Ça va faciliter l'immersion dans le décor. On va mettre de la brume, plein de petits trucs qui vont faire que ça a de la gueule, en fait. Ouais. C'est des outils très très simples. C'est juste comment on les utilise après. Mais du coup, c'est quand même un travail d'orfèvre parce que quand on voit les scènes de neige, c'est un travail. Mais en fait, l'animation est un travail d'orfèvre, quelle qu'elle soit, en fait. C'est vrai. Et en restant sur l'animation, en plus de la neige, des décors, il y a un truc qui est incroyable. Et j'aimerais savoir comment ça se travaille. Dans le film, il y a souvent des jeux de regard où il n'y a même pas besoin de paroles. On comprend ce que les deux protagonistes, enfin les deux personnages, sont en train de se dire juste avec ce jeu de regard. Comment ça se travaille un jeu de regard? Est-ce que vous êtes devant une glace et vous mimez des choses et vous les reproduisez alors déjà, ça se travaille au storyboard, pas juste au plan. Parce que en fait, le regard, il marche si l'ensemble de la scène marche. Ouais. C'est-à-dire, si on met juste un regard comme ça, une image de regard, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui. Surtout en animation dessinée, où on ne peut pas avoir les finesses du live, évidemment, et où qu'on peut avoir en 3D. Là, oui, on a pas mal de finesses de regard. En 2D, c'est plus difficile, on essaie d'en avoir un peu, mais on est quand même limité. Donc, en fait, le plan, il aura le sens qu'on lui aura donné avec l'ensemble de la séquence où le plan est inséré. Donc, c'est un travail de storyboard, en fait. Nice. Moi, je voulais savoir si ça a été compliqué de réaliser un film autour d'un manga japonais en tant que français. Je dirais que ça change absolument rien. En fait, je veux dire au niveau des droits surtout. Ah ouais, voilà. Alors ça c'est une question à poser au producteur. Non, on achète les droits tout simplement en fait. Et le producteur au départ a acquis les droits pour fabriquer un film d'animation, puisqu'un film live avait déjà été fait au Japon avec des comédiens japonais. Donc les droits n'étaient libres que pour l'animation. Ça tombe bien, ils voulaient faire de l'animation. Et puis voilà, mais c'est un truc classique d'acquisition des droits. D'accord, ok. Valentin. On a paré de la color sheet. Est-ce qu'il y a une sound sheet? Comment est-ce que vous avez joué? Parce que ça, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas sur les autres supports, enfin sur le manga et sur le roman. Alors on peut pas le faire avant, puisque par définition un son où on le fait ou on le fait pas, mais alors là on travaille avec des professionnels du son, en l'occurrence le studio Piste Rouge qui était entre Paris et Bruxelles, et toute une équipe de sound designers qui sont tellement pros qu'en fait, il n'y a pas besoin de leur faire un long discours. Il y a juste alors, de ma part, et du réel qui bosse avec eux, de communiquer ses souhaits et son intuition. Et puis après, les gars, ils bossent. Et là, l'intuition, c'était de jouer énormément des sons de la montagne. Surtout dans la dernière partie où, en fait, les personnages, ils parlent pas.
puisqu'ils sont isolés et puis ils n'ont pas à parler. Donc là, c'est vraiment l'occasion de donner tout ce qu'il y a, c'est-à-dire les craquements des glaciers, le vent, les pas dans la neige, enfin un tas de trucs. Et là, je dirais qu'en plus, l'équipe s'est bien éclatée parce qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de faire ça. En fait, alors on le voit beaucoup dans des films américains parce qu'il y a beaucoup de sons travaillés. Là, ils se sont bien éclatés et le résultat était très très bon. Et j'en parle, enfin, c'est pas moi, donc je peux le dire, c'est eux qui l'ont fait et c'est super. Nice. Ouais, ça jouait dans l'immersion totale du film. Alors, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que l'épidémie, c'est un peu délicat l'épidémie, parce que je sais que ça a été sur plusieurs années de réaliser ce film, j'imagine que ça a dû être un travail de titan. Est-ce que l'épidémie a joué, enfin vous avez mis plutôt des bâtons dans les roues? L'épidémie de Covid, tu veux dire? Totalement, l'épidémie, oui, pardon. Ouais, j'avais compris. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué vis-à-vis de ça, parce que c'est vraiment sorti à cette période-là? Ouais, en fait, alors c'est sorti après, mais pendant la fabrication, c'est tombé un peu pendant qu'on fabriquait. Oui. On avait déjà commencé pas mal à fabriquer, donc on avait déjà tout mis en place, toutes les équipes étaient en place. Oui. On a la chance en animation de travailler sur un ordi et on peut travailler chez soi comme on peut travailler au studio. Donc la plupart des gens étaient déjà équipés chez eux puisque la plupart des gens font beaucoup de freelance, donc au final ça change pas grand chose. On a perdu un petit peu en efficacité parce que le fait de pas être là, la com passe moins bien, même si on a des Skype et tout ce qu'on veut. Donc ça c'est fait. On a pris un tout petit peu de retard, mais voilà, rien de grave. Et en fait, on a raté l'échéance de Cannes. Et par chance, le festival de Cannes a été déplacé pour les mêmes raisons. Également. Donc en fait, tout va bien. Voilà. Ouf. Ouais, ouf, comme tu dis. Alors, on a, en fait, j'ai une question en simultané. Là, en même temps que notre cher Face est en train de me dire, comme je vous dis, en deuxième partie, on a Christophe Gueldron qui sera là. Et il a une question pour toi. Il aimerait savoir si, vu que c'est tiré d'un manga japonais, tu as dû adapter des tics physiques sur les personnages, des types physiques qui sont spéciaux, qui sont vraiment japonais. Non, pas trop en fait, parce que alors d'abord les tics japonais, moi je les connais pas trop, parce que je ne vis pas au Japon. Je sais que c'est pas pareil. Et ce qu'on voit dans les productions japonaises, c'est pas forcément des tics japonais. Ça peut être des tics de jeu dans les films qui peuvent être bons ou mauvais. Donc bon, moi n'étant pas japonais, je n'ai pas fait ça. Le film a été fabriqué en langue française puisque c'est les Français qui l'ont fait. Il a été doublé après. Et les tics, c'est des tics occidentaux. Alors, ça m'a été un peu reproché d'ailleurs par certains qui étaient assez à cheval sur la... Et ils n'ont pas tort, c'est vrai, mais c'est assumé de ma part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire un truc qui est complètement étranger à soi-même. Et voilà, donc j'ai fait un truc que je pouvais maîtriser. Mais... C'est vrai que le cinéma aussi japonais ou même coréen, etc., c'est vraiment exacerbé dans leurs émotions, etc. Ça, même dans le théâtre, par exemple. Où, voilà. Ils abusent du bail. Ils abusent du bail. Ça peut. Voilà. J'ai plein de questions, donc je vais essayer de les prioriser dans ma tête. Alors faisons une déjà. La première, faire des réponses courtes. Quelle a été la scène la plus difficile à réaliser du film et comment vous l'avez surmontée? Alors, c'est pas à réaliser parce que tout est pénible à réaliser, mais la scène la plus dure à faire, et ça c'était en ce qui me concerne en fait au storyboard, c'était la scène de la mort du jeune garçon. Qui va couper sa corde. Et en fait, voilà, ça y est, dit. Ouais, enfin en même temps, c'est sorti en 2001. Ça c'est pas la fin. Je voulais pas le voir. Ça c'est pas le personnage qui meurt à la fin, donc ça fait partie du teasing. Moi, c'est mon moment qui m'a le plus heurté, qui m'a persécuté. Alors non, mais c'est très bien. En fait, c'est parce que c'est un moment fort qu'il faut pas le foirer. Parce que donc c'est une scène qui se veut émouvante et faire mourir un enfant quelque part c'est un peu facile parce que forcément c'est triste. Mais c'est pas sympa. C'est pas sympa. Bon. Mais et du coup, si c'est mal fait, c'est grossier. Ouais. Donc il fallait être hyper fin, hyper juste. Et enfin, je me suis vraiment cassé la tête pour ça. On a fait avec les storyboardeuses plusieurs fois cette scène et ça marchait toujours pas. Et en fait, heureusement qu'il y a eu le Covid et le confinement où moi j'étais cloîtré chez moi, seul sans les enfants, j'ai pu me consacrer 100% à mon travail et j'ai abouti cette scène, mais vraiment au tout dernier moment, juste avant de la laisser partir en prod. Et du coup, à l'inverse, quelle est la première scène que tu as visualisée quand tu as lu le manga, parce qu'on t'a dit tu vas travailler sur l'adaptation de ce titre, la première qui t'est venue en tête où tu t'es dit ça va faire comme ça, même si elle a changé finalement à la fin? Ah, je sais pas du tout, pardon. Non. Mais c'est marrant. En fait, j'ai vu une des premières scènes, avec lesquelles j'ai commencé le travail. C'est une scène qui n'est pas dans la BD et qui est en fait un raccourci de plusieurs éléments de la BD que j'ai fusionné pour faire un nouveau truc en fait. Et tu l'as gardé comme ça à la fin? Et que j'ai gardé, c'est le personnage de jeune garçon. Je ne dis pas que c'est Abou, mais c'est Abou en fait au début, qui n'est pas dans la BD. Mais... Diff, est-ce que tu es capable de nous toujours teaser, sans spoiler,
la suite de tes aventures. Ce qui arrive pour 2024. Non, alors non, ça j'en suis pas cap puisque non, désolé. C'est dommage. Non, désolé parce que alors que tu teases bien, tu teases spoil. Mais je tease à mort en fait. Tu spoil. Je tease spoil, mais en fait là je vais pas te spoiler parce qu'en fait donc j'ai des nouveaux projets, je travaille sur des nouveaux projets, mais malheureusement déjà il y a des projets, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, donc j'ai même pas de nouveau producteur. On te met pas dans le bas. Mais surtout Yata, t'as tous les droits. Très bien qu'ils reviennent. On peut peut-être juste tricher du coup. Est-ce que c'est des projets d'adaptation ou de création? Alors les deux. Mais surtout, pourquoi je le dis pas trop, c'est parce qu'en fait c'est hypothétique. C'est-à-dire que l'animation, comme le cinéma en général, on essaie de financer les trucs, mais on ne sait jamais si ça va marcher parce que ça coûte super cher, on n'est jamais sûr d'arriver à avoir les sous et tout ça. Donc si ça se trouve, il n'y a rien qui va sortir. Donc c'est pas la peine que je dise un truc. Voilà. Alors, on arrive malheureusement à la fin, mais j'ai une question importante. C'est peut-être l'une des questions les plus importantes, même s'il n'y a eu que des questions importantes. Qui meurt à la fin? Non, c'est pas celle-là. Regardez le Sommet des Dieux, mais le Sommet des Dieux a reçu le César du meilleur film d'animation. Alors, question tout bête, qu'est-ce qu'on ressent quand on monte c'est au Théâtre du Châtelet, il manque, qui me semble, pour recevoir un César pour un premier film où on réalise tout seul. Qu'est-ce que tu veux, on est content évidemment. Ouais. On est content. Après, il faut bien dire que ça ne change rien au film. C'est-à-dire que on est toujours conscient des qualités, des faiblesses de ce qu'on a fait. Le César, ça fait plaisir à ma mère, c'est cool, mais ça change rien. Sur le moment, on est content. Est-ce que ça change sur, je sais pas, les ventes de DVD derrière ou je sais pas, je pense pas du tout. Ou les contrats que tu peux avoir pour réaliser des trucs. Rien de ce que je pense, mais non, mais dommage. Mais c'est cool, non, mais ça fait une jolie statuette un peu lourde. Voilà, mais ça reste une reconnaissance. Mais rapidement, Valentin. Si vous étiez conscient des qualités, des faiblesses, le film a été acclamé par la critique. Ici, on est tous unanimes à dire il est formidable. Même dans Radio France, on est à quel moment vous avez su que c'était un bon film? À quel moment vous êtes dit on est fiers de ce qu'on a produit? Alors, je sais pas, mais moi, j'ai su ce que le film allait être à la fin de l'animatique. L'animatique, c'est le storyboard monté. Et donc, c'est ça le film, en fait. Peu importe ce qu'on fait à l'image, si on fait une super image ou une image un peu pourrie, la narration, ça va être la même. Donc, une fois que ça a été fait, je savais quel allait être le film. J'étais plutôt rassuré. Top, merci. Je rappelle Patrick Imbert, réalisateur du Sommet des Dieux. Allez regarder, c'est très important. Un grand merci à toi. Merci à vous. Cool. Sache que c'est important. Alors, on l'a un peu dit, mais tu reviens quand tu veux pour un futur projet qui peut arriver pour 2024. Tu fais ce que tu veux, tu viens, tu es chez toi. Ouais, on va tabler sur 2026 à la limite. 2026 c'est long l'animation. Ouais, on va aller voir les boss de Wouf pour qu'on soit toujours là. Ouais. Mais je reviendrai pour faire les chroniques à Hype ou pas Hype. Ah mais avec grand plaisir. Tu peux passer quand tu veux, évidemment. C'est parti pour cette deuxième heure de Yata. On aura les poneglyphes de Diff, on aura l'anime et manga actu parce qu'on l'a pas pu faire en première partie. C'était très long avec Patrick Imbert, mais c'était fabuleux. On va te retrouver évidemment, ma chère Nice. Christophe Geldron est arrivé. Comment tu vas? Ça va très bien. Tu sais que je sais jamais si on dit Geldron ou Geldron. Oui, tu t'es peut-être d'une nouvelle génération, je ne sais pas. Tu sais, je pense que tu m'avais fait la même vanne. Mais oui, parce que j'en ai qu'une seule en fait. Tu sais, ça fait... Depuis que je suis tout petit, on m'a fait Geldron. Voilà. Ouais, c'est mon côté, je sais pas pourquoi je dis ça. Donc, fondateur des éditions Naban, on va évidemment parler de ce qui arrive pour 2024 aux éditions Naban avec toi. Et il y a pas mal de choses, donc ça va être cool et c'est un vrai plaisir de te recevoir. C'est un vrai plaisir de revenir, surtout. Ah de toute façon, t'es ici chez toi. Et on commence cette deuxième heure, mais pas par toi, mon cher Christophe. On commence avec Valentin. Cette fois, on t'a mis en deuxième heure pour que t'aies du temps pour le Nani. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Valentin? Nani. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti effectivement pour le Nani, la chronique qui vous raconte des anecdotes et place un contexte de la pop culture. Aujourd'hui, j'avais teasé, on va parler du Michael Jordan de l'animation et du manga. Pour poser un peu le bonhomme, le Asahi Shimbun, le journal le plus important au Japon, le met dans le top 3 des personnes les plus influentes dans l'univers du manga et de l'animation, juste aux côtés de Tezuka et Miyazaki. Okay. Rien que ça, oui. Donc je vais vous raconter l'histoire de Yasuhiko Yoshikazu, alias Yas, l'un des co-créateurs de Gundam, mais pas que. On commence par un petit voyage dans le passé. Yas est né à Engaru. Si vous ne connaissez pas, c'est normal. C'est une petite ville tout au nord du Japon dans la préfecture d'Hokkaido. Le nom de la ville vient de l'Ainu et signifie le point d'observation. Est-ce que ça prédestinait le jeune auteur à observer la société et ses prochains afin de créer des personnages profondément humains ?
C'est le manga historique sur Oda Nobunaga de Mitsuaki Suzuki qui lui a donné envie de devenir mangaka quand il était à l'école primaire. À la même période, il lit le manga d'Osamu Tezuka, Comment devenir mangaka, et il participe à un concours du magazine Boken-O, connu aussi sous le nom de Adventure King, qui met son petit nom déjà dans une première publication. Autodidacte, la seule personne qu'il considère comme un maître, c'est le proviseur de l'école primaire qui a organisé une expo de ses propres œuvres à lui, le proviseur, et c'est le seul maître qu'il va considérer. Et là, Hubert, tu me dis, bon, c'est un parcours tout tracé pour devenir mangaka. J'ai envie de te dire, c'est un parcours tout tracé pour devenir mangaka. T'es vraiment trop fort, quoi. Ça aurait pu, mais Yas, en fait, grandit dans l'ombre de son grand frère qui est brillant à l'école, qui est brillant au sport. Ça lui met une pression, ça entame sa confiance en lui. Au lycée, il abandonne le rêve de devenir mangaka et se dit qu'il va devenir prof. À cette époque, il s'enrôle au sein du Minsei, les jeunesses de gauche. En 68, avec des camarades, il quitte le Minsei qui juge trop mou pour fonder un mouvement contre la guerre du Vietnam. C'était pas ma guerre! Et ouais, parce qu'il faut savoir que le mouvement de mai 68 au Japon, c'était le plus violent du monde entier. C'est parti vraiment en vrille. La France c'était Pozob comparé à ça. Bref, c'est un mouvement contestataire très très fort et Yas et tous ses potes se font expulser de l'université. Donc sans diplôme, sans perspective, il décide en 70 de trouver un emploi et donc il n'est plus à la fac quoi. Il trouve une offre par hasard dans un journal et il rentre chez Mushi Productions, le studio fondé par Osamu Tezuka. Tu vois, il y a pire comme petit hasard quoi. Très vite, ses mentors comprennent le talent du jeune artiste. Quand on rentre dans l'animation, on en a parlé avec Patrick, on gravit des échelons. Pas Yas, lui tout de suite, hop, t'as un rôle d'animateur. Dès son 3e job, le film des Moumines, on le laisse animer des séries complètes. Et là, c'est le drame. Et ouais, c'est le drame. Mushi Prod fait faillite alors que la route semblait toute tracée. Il se retrouve à devenir freelance, à bosser sur des projets à droite ou à gauche. Et ouais, je sais, plutôt à gauche vu son obédience politique. Il faut savoir justement qu'il se sentait un petit peu honteux au début de faire de l'animation quand il voyait ses camarades continuer à leur engagement occupé à changer le monde. Et c'est en travaillant sur Space Battleship Yamato en 1974 qu'il a compris que l'animation pouvait être un travail valorisant et porteur de messages. En 79, les studios Sunrise lui confient le travail qui aujourd'hui reste son plus grand fait de gloire, concepteur des personnages et directeur de l'animation pour la première série Gundam. En 79, Yas est aussi premier au classement du concours du magazine Animage, un concours qui offrait à l'animateur qui recueillait le plus de votes des lecteurs la possibilité de publier une œuvre courte au sein du magazine. Juste pour vous placer le bonhomme encore une fois, cette même année, le numéro 2 du concours, c'est Shingo Araki. Voilà. Ouais, non, c'est pour vous dire vraiment, Yas gagne ce concours 4 années de suite. Hein, j'insiste vraiment, c'était probablement le meilleur animateur à l'époque. Grâce à ce premier one-shot, il convainc l'éditeur Tokuma Shoten de publier Arion, que vous retrouvez d'édition Naban, en série, qui sera le fer de lance d'une nouvelle revue Comic Ryu et qui lance sa carrière de mangaka. Donc la même année, il travaille en parallèle sur Gundam en animé et Arion en manga. Sachant qu'il est seul sur son manga, sans assistant, qui est encore plus fou, il réalise direct son histoire sans faire de storyboard, c'est une brute absolue, mais tout ce travail a raison de sa santé, il peut pas travailler sur les 10 derniers épisodes de la série de 79 de Gundam. Et Hubert, c'est la question piège du jour. À ton avis, quel est son manga au titre le plus what the fuck? Il y a eu Jeanne sur Jeanne d'Arc chez Tonkam, il y a eu Jésus, je sais pas, Che Guevara. Eh ben, tu avais presque raison parce qu'il a fait un manga sur le Che, mais je pensais à un autre titre, son passé d'insoumis l'a motivé à signer la série Nijiro Trotsky, que l'on pourrait traduire par Trotsky Arc-en-Ciel. Pas mal. Yas, vous l'avez compris, est une rockstar, mais ses films qu'il sort, Crusher Joe, Arion et Venus War, qui sont aujourd'hui des références en Occident et même au Japon, n'ont pas eu le succès escompté à l'époque. Donc ça le démotive sur l'animation et il se consacre à 100% sur sa carrière de mangaka, ce qui va lui permettre de choper une belle revanche avec Gundam The Origin dont la publication commence en 2001. Je te sens circonspect, Hubert. Oui, pourquoi tu parles de revanche? Aujourd'hui, quand on parle de Gundam, on retient surtout le nom de Yoshiyuki Tomino, le créateur, vraiment, qui a été très malin, parce que quand il a créé Gundam, il a fait une George Lucas, à savoir qu'il a gardé une option sur les produits dérivés. Puis il a continué, il a été impliqué très longtemps sur le truc. Yas, lui, il a l'impression de son côté d'avoir manqué ce rendez-vous, parce qu'il n'était pas là pour les 10 derniers épisodes. Donc, quand il lance en 2001 la série Gundam The Origins, c'est pour se réapproprier la licence avec l'aval de Tomino et de Kunio Okawara, le mecha designer. C'est un carton tout de suite. En 10 millions de tomes ont été vendus avant qu'il y ait la première réédition, avant qu'il y ait l'édition numérique, et avant même qu'il y ait la version animée qui sort. En France, c'est Pika qui avait publié ce manga, mais au
moment où ils se sont posé la question de faire une nouvelle édition, l'éditeur japonais a dit vous faites comme aux États-Unis, vous sortez la version cartonnée et le marché n'était pas capable d'apprécier économiquement ce risque. Mais peut-être que les temps ont changé parce qu'après tout, 2023 a été une année record pour la licence Gundam. Parlant d'année record, Hubert, est-ce que tu veux des chiffres de psychopathe? Oui, évidemment, je ne vis que pour les chiffres. Eh ben c'est parti. Hop, soyons fous. Gundam en 2023 pour Bandai Namco, c'est 131 milliards de yens de revenus, 9,5 milliards d'euros, bien aidé par la série Witch of Mercury qui est vraiment excellente. C'est 25% de plus qu'en 2022, preuve que la licence reste super vivante. D'ailleurs, le film Gundam Seed Freedom qui sort à la fin du mois au Japon a été acquis pour la France. Bam, on l'attend. Okay. Pour 2024, Bandai s'attend à passer le cap des 140 milliards de yens de revenus. Pour visualiser à quel point ce chiffre est un chiffre de fou, pour la même période, donc 2024, Bandai prévoit 133 milliards pour Dragon Ball et 100 pour One Piece. Ouais, vous avez bien entendu, Gundam est devant ses deuxièmes licences. Bon, après, ça reste un top 3 de fou parce que la quatrième, on redescend à 32 milliards de yens. C'est Kamen Rider, soit 205 millions d'euros, ce qui est quand même assez cool. Oui, c'est bien. Pendant le confinement, Hubert, il y a une activité qui a explosé dans le monde entier qui concerne Gundam. À ton avis, c'est quoi? Ça, je sais pas. Tu m'as dit que tu faisais toi-même Gunpla? Et bah tout à fait. Les Gunpla, ces maquettes que l'on assemble en clipsant des petites pièces, ont explosé. Faut savoir qu'ils en fabriquent depuis 43 ans. Ils ont vendu au total plus de 700 millions de maquettes de Gundam dans le monde. Récemment, le mangaka George Morikawa a admis qu'il était fan, l'auteur de Hajime no Ippo a admis qu'il était fan. Il a même mis Hippo, son personnage, en train de faire un Gunpla dans son manga. Et petit passage cocorico, le personnage de Charles Aznavour doit son nom à Charles Aznavour. Et pour rester en France, la marque Le Creuset, l'an passé, a fait un partenariat pour faire des manchons réfrigérants de bouteilles aux couleurs de Gundam. Pas mal, non? C'est français. Et voilà, en conclusion, si vous avez besoin de vous évader, fantasy, science-fiction, pamphlet social, il y a ce qu'il faut dans l'œuvre de Yasuhiro. Oh là là, mais bravo Valentin. Tu sais ce que j'aime le plus là-dedans, en plus des chiffres, des recherches, j'aime les extraits sonores. Merci. Les extraits de films, ça me plaît. Merci à la régie pour toujours être au taquet. Est-ce que ça t'a plu, Christophe? Oui. Et pareil, j'aime bien les effets sonores parce que ils sont vieux. Oui, exactement. Lui, c'est des références à moi, donc c'est j'ai toutes les rêves. Juste le dernier, c'est la classe américaine ou pas? C'est ça. Ouais, voilà, je l'ai bien en tête. Merci beaucoup, mon cher Valentin. Christophe, juste avant qu'on parle de toi et qu'on parle des émissions Naban, on va aller du côté de Nice, qui elle a des nouveautés manga et animés. Donc autant que tu nous en parles tout de suite, comme ça après on rentre dans les mangas. Let's go. Alors, tu sais que le dimanche, c'est sacré. Le dimanche, c'est sacré. On parle pas boulot. Et pendant les congés aussi. Oui, c'est vrai. Et ben, c'est aussi le cas de Monsieur Méchant. Alors, je vous explique. Monsieur Méchant, c'est un alien qui est sur Terre pour détruire la Terre, en fait. Et il se bat contre des rangers. Sauf que lui aussi a des jours de congé. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant ces jours de congé? Bah, il fait un peu comme tous les autres humains. Il va s'acheter une glace. Il va au zoo. Et il se découvre même une passion pour les pandas. Et au final, on trouverait presque sympathique ce monsieur méchant, même si on occultait un peu son côté je fais des plans pour tuer tous les humains et détruire la Terre. Et d'ailleurs, ce manga qui s'appelle Méchant Monsieur va détruire la Terre après ses congés, le titre est très long, va bientôt sortir. Il existe déjà un animé. Il va bientôt sortir. C'est vraiment un récit entre balade d'humour et philosophique. On se rend compte que être un haineux, ça consomme beaucoup d'énergie et que flemme en fait quand on le lit. C'est un manga de Yu Morikawa. Ça sort aux éditions Nobinobi. Donc c'est en 5 tomes. En ce moment, c'est encore en cours au Japon. Là, c'est le premier tome qui va sortir le 17 janvier, donc aujourd'hui. Donc humour et combat. Humour et combat, oui. Et puis il y a aussi vraiment beaucoup d'humour. Moi ça me va, ça me plaît. C'est vraiment beaucoup d'humour. Et puis il est mignon l'alien, je le cale quand même. Parfait. On continue donc avec une écrivaine qui a écrit un livre vraiment à grand succès qui s'appelle L'Empereur et la Sainte. Donc L'Empereur et la Sainte, c'est l'histoire d'un empereur en fait qui va juste vaincre une sorcière machiavélique qui a eu un lourd passé. Ce roman est un succès, ravit l'écrivaine, sauf qu'un jour elle va se réveiller dans son roman et dans la peau de cette sorcière qui s'appelle Fiona Green. Et là, il va falloir peut-être qu'elle essaye de changer son destin pour pas mourir, voilà, pour pas finir vaincue par l'empereur. Et d'ailleurs, cet empereur, elle va même le sauver. Est-ce qu'elle va réussir à devenir
protagoniste, donc passer de antagoniste à protagoniste, je vous laisse le découvrir dans le manhwa, le webtoon qui va sortir chez Albin Michel, aux éditions Albin Michel, qui s'appelle Autrice de ma destinée. Ça sort aujourd'hui. C'est écrit par Winterleaf et Furik et c'est dessiné par Jock Ball. L'amour totalement. Voilà. Et sur Picoma, vous pouvez trouver, je crois, environ 88 chapitres qui sont. Ah oui, qui sont vous avez le encore, temps de commencer là. Ouais. Totalement. Bon, c'est pas tome, hein, c'est chapitre. Au début, oui, mais... j'ai bugué quand j'ai vu ça. Je me suis dit, oh. On continue avec une nouvelle qui va ravir sûrement Valentin. Hein. Une exposition lui est dédiée à Angoulême. Il s'agit de. Valentin ? Ah oui, non, Valentin, presque. Bah, on va dire. Moi j'y vais, hein. T'imagines ? Avec des t-shirts de ciao. Tous les t-shirts de Valentin. Ça sera incroyable. Moto Hagio, au-delà du genre, je pense que ça vous parle. Mais si vous voulez rencontrer l'œuvre, ses œuvres, son art à cette femme qui a vraiment bousculé du coup l'univers du shoujo, les codes du shoujo, qui est connu vraiment pour ça, vous pouvez découvrir Moto Hagio, anthologie, qui va sortir aux éditions Glénat en 2 tomes. Donc le tome 1, il s'appelle La Rêverie, c'est 4 récits SF et fantasy. Et le deuxième tome, c'est De l'humain. Donc, il y a 5 récits dedans qui sont un peu plus terre à terre que le premier tome, mais c'est vraiment 9 récits en tout qui va vous permettre de découvrir un peu l'art de cette femme. Forcément, c'est une collection vintage, hein, ils ont une collection vintage, donc ça permettra justement aux plus jeunes de découvrir cette femme. Ça sort aujourd'hui et il y a aussi des commentaires dans cette œuvre, des commentaires sur l'œuvre et sur l'autrice, donc c'est vraiment 2 tomes bien complets qui permettent de rentrer dans cet univers. Ok. Ouais. Écoutez mon Annie en podcast, c'était dans l'épisode 2. Mais oui. Totalement, tu fais bien. T'avais quel t-shirt ? Je sais plus. Tu fais bien. J'avais un t-shirt à Dachi, je crois. Ah, c'est possible. Pour changer. 50% de chance. Oui, ouais. Alors là, je vais vous parler d'une chose qui avait été annoncée en exclu sur le plateau de Yatta voilà, pendant la Japan Expo. Il s'agit de Slam Dunk Deluxe. Eh oui, c'était chez nous. Bien sûr, ce manga de sport, de basket, plus précisément, qui avait cartonné avec son film l'année dernière, qui a converti beaucoup de personnes au manga. Du coup, si c'est pas encore le cas, c'est le moment, les gars, parce que là, ça sort chez Kana, donc de Takehiko Inoue. Hein, ça, c'est obviously. Ça sort le 19 janvier, donc vendredi prochain. Et pour info, le tome 2 sortira le 15... Non, le 19 janvier 19 janvier, c'est dimanche. Non, c'est vendredi. Non, t'as raison, pardon, excuse-moi. Moi, je suis nul en date. Non, t'inquiète, des fois, on se perd dans la temporalité. Le temps passe vite. Et pour info, le tome 2 sortira le 15 mars 2024. Donc, ça sera tous les 2 mois. C'est le moment de vous y mettre, les gars. Vraiment, l'édition de luxe, je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Sûrement sur Twitch, là, vous la voyez peut-être, je ne sais pas. Mais allez la voir. Elle est folle, elle est magnifique, elle est très travaillée, elle est très ressemblante à celle du Japon, il me semble. Ah, c'est une copie, c'est la magie parfaite. Exactement. Donc, attends, juste, Christophe, t'aimes bien Slam Dunk ? Ouais, alors je l'ai pas suffisamment lu, donc ça va être justement, j'attendais l'occasion de pouvoir le faire avec la Deluxe, parce que c'est vrai qu'ils avaient ressorti l'autre, la nouvelle version en double. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit non, je vais attendre. Mais t'as eu raison, c'est le moment. Heureusement que Nice est là. Et là, tu vas avoir une édition incroyable. Absolument. C'est super. On va continuer avec l'actu animé. Mais bien sûr, je t'en prie. Alors, si je vous dis l'ancêtre de Roronoa Zoro, en tout cas, il paraît. Vous reconnaissez Zoro, bien sûr. Ouais. Eh bien, Netflix a dévoilé enfin un trailer de Monster. Alors, qu'est-ce que c'est que Monster ? Ouais, je vois que t'es hypé, mais crois-moi, ça peut être vraiment cool. Pour moi, l'ancêtre de Zoro, c'était pas lui, mais vas-y. Ah, bah écoute, ils l'ont annoncé comme tel. D'accord. Monster, l'enfer du dragon volant au 103 Passion, tiré du one-shot Deshiro Oda, qui se passe dans l'univers de One Piece, apparemment. Il va y avoir qu'un seul épisode. Donc ça va sortir le 21 janvier sur Netflix et aussi sur ADN en simulcast. Alors je vais essayer de vous en parler un tout petit peu parce que ça reste quand même qu'un seul épisode. Ryuma, un samouraï qui meurt de faim, vraiment il crie famine, va être un peu sauvé par une jeune fille, une jeune femme qui va le nourrir. Mais en contrepartie, il va récolter beaucoup de problèmes et notamment il va avoir un rivaux qui ressemble un peu à Mihawk. Donc moi ça m'a un petit peu hypé. Un rival, j'ai dit, pardon. Mais il a peut-être des personnalités multiples. Ah, peut-être. Écoutez, Barbe Noire. Vu la personnalité, le charisme qu'il avait, le Mihawk bis, je pense qu'il peut valoir plusieurs personnes. Ok, bon, voilà. Et puis il y a un dragon, donc ça hype. Donc voilà, ça sort le 21 janvier sur Netflix et ADN. Et pourquoi c'est qui l'ancêtre de Zoro Alors, je sais plus le protagoniste de l'habitant de l'infini.
Ah, mince, comment il s'appelle? J'ai plus son nom. L'habitant de l'infini. Qui est invité à Angoulême en plus. Hein, donc, en plus. Je laisse sous le bout de la langue. Mais pour moi, c'est lui. Le sable entre les dents. Après, là, quand je disais ancêtre, c'était un peu plus dans l'univers. L'œil fermé avec la cicatrice. Je sais pas si Manji est l'ancêtre de Zoro. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi j'aurais mis après faisons un vote. T'as raison, le mec a... Oui, peut-être il y a un truc parce que Manji il a 75 000 armes différentes. Ouais. Oui, mais enfin, je trouve il y a beaucoup de trucs. Je te dis, moi, le sabre entre les dents, j'avais pas vu la cicatrice. La balafre. La balafre, c'est la même. Enfin, il y a quand même quelque chose. Alors, on peut voir des similitudes comme on veut. Hein, ça se trouve, je me trompe complètement. Mais moi, j'aurais. Je vérifie si Manji se perd. Tu vois, s'il se trompe, s'il a un mauvais sens de l'orientation, là, on est. Là, on est ok, on est. C'est ta mission pour la prochaine émission. Mais quand je parlais d'ancêtre, je parlais dans l'univers One Piece. Oui, mais on s'est compris. Oui, on avait compris. Je crois que tu allais dire que tu parlais de moi parce que je suis vieux. Merci. Vas-y. Et voilà, c'est tout. Super, merci beaucoup, Nice. Il y avait quand même pas mal de news. Bah oui, on est gâtés. C'est ça qui est bien. Merci beaucoup. Christophe Geldron, je rappelle, éditeur et fondateur des éditions Naban. T'as vu, je l'ai dit avec une voix un peu sérieuse. Ouais, voilà. On serait cru sur France Culture. Là, on serait cru sur France Culture, c'est vrai. Avant qu'on parle de tout ce qui va arriver pour 2024, tout à l'heure en antenne, avant que tu arrives, on parlait un peu des ventes manga, et c'est vrai que même si ça se vend toujours très bien, la progression est moins forte, en tout cas sur 2023. Comment est-ce que tu l'as ressenti, toi, aux éditions Naban? Je l'ai pas ressenti. Alors, je l'ai ressenti un peu avec un décalage. Et encore, c'est plus compliqué que ça. C'est que y a une baisse actuellement, mais une baisse des très gros titres. Y a eu une envolée incroyable après le confinement, mais ça n'a profité vraiment qu'aux très gros titres manga. Donc principalement les titres Jump, les choses comme ça. Pour le reste, pas tellement. Je sais qu'on en a un petit peu profité du coup de cette embellie qui a permis quand même aux libraires aussi d'avoir plus d'argent, donc de pouvoir prendre plus de mangas d'autres éditeurs. Donc ça fait aussi du bien par ricochet. Pas sur les titres en eux-mêmes, mais par ricochet sur la possibilité de garder en stock. Et là, par contre, ce qui se passe depuis 2023, c'est que cette envolée s'arrête. Et on a un double effet qui est à la fois que les éditeurs voient les chiffres baisser sur les grands hits. Des fois, je crois qu'on a parlé des fois de... C'est 20%, je crois, ou 25%, même des fois sur... Ça dépend des titres, mais même en vente globale, c'est 20% dans les réseaux de libraires. Voilà. Et donc, évidemment, ce n'est jamais une bonne nouvelle pour moi, mais surtout, ils ont déjà commencé à compenser en sortant beaucoup plus de titres. Ouais. Le problème, c'est que les étals des libraires ne sont pas infinis. Donc, à un moment... évidemment poussés par les plus gros comme chez Hachette, Interforum, MDS, qui sont les gros distributeurs de manga et à qui appartiennent notamment les plus gros éditeurs de manga, ça devient difficile pour le libraire aussi de faire du picking chez tous les éditeurs pour essayer de trouver. Donc je sais que là, le problème que j'ai, c'est que ça commence à être des fois un problème un petit peu de visibilité, mais en cette fin d'année. C'est-à-dire qu'en début d'année, il n'y avait pas de problème. Par exemple, quand on a fait Boss ou Crève, quand on a fait Mazarian, quand on a fait Arion, ils étaient présents. On a même vu qu'ils étaient plus présents des fois dans des points de vente comme la Fnac, par exemple. Ok. Chose qui n'arrivait en général pas. Mais comment tu mets en avant par exemple, vous avez une nouvelle licence. Par exemple, on va parler de par exemple, on prend Boss ou Crève. Quand tu le reçois, donc tu vois avec les libraires, est-ce que tu arrives à leur dire, est-ce que tu peux me le mettre celui-là en avant, et dès que j'ai une nouvelle exclue, je la mets chez toi non, ça c'est le travail du distributeur qui, avec tous ses commerciaux, vont sillonner la France et vont présenter les nouveaux produits, sachant que forcément on n'est pas le seul et tout le monde a la meilleure BD du monde dans son catalogue à sortir. Donc, ce qu'on doit faire, c'est plus le travail qui va être fait dans la présentation, maintenant dans les réseaux sociaux, dans les choses comme ça, pour attirer l'attention des libraires, pour que ça s'imprime un peu dans leur rétine et qu'ils disent oui, alors il y a ce titre, pardon, je vais être méchant, ce titre lambda chez Pika, on embrasse Pika, qui va arriver, qui n'est pas un gros titre, on va dire. Voilà. Peut-être que je peux en prendre un petit peu moins parce que chez Naban,
chez Ototo, chez d'autres, chez Akata, il y a peut-être un titre qui me prend plus dans l'œil, donc je vais peut-être mettre un peu plus de mon budget là-dessus. Mais tous les libraires ne le font pas, tous les libraires ne connaissent pas forcément l'intégralité de tous les catalogues qui existent. Parce qu'en dehors, évidemment, il y a une vie en dehors des magasins spé, qui eux, par contre, sont au taquet. Et ceux qui sont généralistes, c'est un peu plus compliqué des fois de les atteindre. Donc ça se travaille comme ça. Et c'est le fait d'avoir des bons titres qui sont vendus qui font que le libraire voit, a plus confiance, prend plus de titres, et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'une réputation se fait. Par exemple, de Pika, qui, du coup, ayant fait plus de 20 ans, 25 ans bientôt... On n'a rien contre Pika, hein. On n'a rien contre, mais justement... Non, mais au cas où il nous écoute. Justement, on pourrait dire la même chose de Pika, de Glénat et de Kana, qui, même le plus petit titre qu'ils vont sortir, fera toujours mieux en placement que mon meilleur titre à moi. Parce que les libraires ont confiance en ces éditeurs-là, qui ont prouvé qu'ils savaient faire du chiffre depuis 25 ou 30 ans. Alors, du coup, question un peu bête, mais du coup, tu penses que chez Naban, il manque, entre guillemets, le super hit que peut y avoir chez Kana, qu'il y a pu avoir chez Glénat, et qui permet de mettre « Ah, nouveau Naban, ok, on y va ». Oui, je pense pas. C'est en partie ça, oui. Il va manquer l'évidence. Voilà, c'est-à-dire que les très gros éditeurs peuvent avoir le titre dont déjà tout le monde parle. Ils peuvent entrer en compétition, ils peuvent le faire. Moi, je ne peux absolument pas. Si je demande un nouveau Jump chez Shueisha, même en admettant que j'ai l'argent, ils vont me dire oui mais non. C'est-à-dire, même si je propose autant que les trois plus gros, dire oui mais on n'a pas de recul. C'est-à-dire tes meilleures ventes jusqu'à présent, ça a peut-être été 15 000. Nous, on a plutôt l'habitude de partir sur des 100, 150 000 sur un nouveau titre Jump. Donc, c'est pas possible. On ne sait pas si tu vas y arriver. Donc, ils vont me dire gentiment non. Et je les comprends tout à fait. Donc, il faut, au fur et à mesure, je reviens à ce que je disais, il faut arriver à créer l'évidence chez les éditeurs en disant, bah voilà, à partir du moment où maintenant, il y a quelque chose qui sort chez Naban, s'ils l'ont choisi, c'est qu'il y a une raison. C'est pas juste pour remplir le catalogue, c'est pas juste parce que tous les autres titres ont été pris et que du coup personne n'en veut. C'est parce qu'il a été choisi et bien choisi, et donc on va prendre un petit intérêt quand même à le faire. C'est ce qu'il y a eu pour Boss ou Crève, rien qu'à cause du titre déjà. C'est ce qu'il y a eu aussi un petit peu avec Mazarian, où le pitch était assez drôle, assez marrant, et je suis même content. On a eu une chronique devant Amélie Nothomb sur Europe 1. Et oui, monsieur. Une grande autrice. On n'a rien demandé. Bravo. On n'a rien demandé. Et donc voilà, c'est ce genre de petites choses, plus Arion, effectivement, qu'on a lancé, alors que personne ne pensait que Yasuhiko serait à nouveau édité en France. Donc voilà, donc au fur et à mesure, on essaie de créer des évidences pour que les libraires se disent, bah oui, s'il l'a choisi, c'est que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est vraiment très bon, et voilà. Donc il faut se créer une réputation, tout simplement. Maintenant que tu as eu plusieurs succès à ton échelle, comme tu le dis, avec des titres qui ont dû être réimprimés. Moi, je pense au Destination Terra qui a très très bien marché, qui a eu de l'écho. Le Arion qui se distingue par l'auteur, Yas, je viens d'en parler. Son format aussi, qui est un très, très grand format et très, très bel ouvrage. Est-ce que tu sens que c'est plus facile d'avoir la confiance des libraires? Est-ce que tu as vu que tu étais diffusé dans plus de librairies qu'il y a 2 ans? Oui, je l'ai vu. Alors à la fois chez les libraires où il manquait, au fur et à mesure, il manquait un petit peu de fond Naban, parce que j'adore évidemment, comme n'importe quel éditeur, dès que je vais dans une ville, aller chez quelques libraires dès que j'en vois un, et pour voir est-ce qu'on y est. Oui, évidemment. C'était moins le cas avant. Maintenant, ça l'est un peu plus, justement parce qu'on a pris des titres là pour l'année dernière un peu plus grand public, justement. Et il y a cette petite tendance qui commence à se faire. On a vu que, par exemple, pour Arion, j'étais assez content parce que à la Fnac, pendant pas mal de temps, ils ont commencé à mettre à la fois Akira et Arion à côté. Donc ça, forcément, ça attire l'œil parce que Akira se vend toujours très très bien, ce qui est normal. Et le fait d'avoir mis, quand même, c'est beau. Hein. Voilà, et le fait d'avoir mis Arion à côté, ça fait que automatiquement, peut-être que certains vont regarder parce que le format est le même, parce qu'il y a des... Est-ce que tu avais ça en tête quand tu as choisi ce format pour Arion qui ressemble à l'édition Perfect qu'il y a eu au Japon en 86 ? C'est ça. Est-ce que tu t'es dit c'est cool, ça va être comme sur la réédition de Akira? Est-ce que ça arrivait par hasard et tu t'es dit coup de peau?
Non, je l'ai fait juste. En fait, j'ai pris Arion justement parce que l'édition grand format existait. Et que ce que je voulais, c'est que, sachant que de toute façon, malheureusement, il n'y a pas pour l'instant de fichier numérique pour tout le travail de Yasuhiko. Je pense que c'est un énorme travail, je pense qu'il n'a pas encore totalement été accompli. Il a fallu que... j'ai choisi de faire Arion parce qu'il y avait ce grand format. Et parce que je me suis dit, voilà, il faut marquer le coup, il ne faut pas le faire en petit format comme il existait encore jusqu'à présent. Et c'est après, effectivement, qu'on a aussi communiqué, parce que les gens ne s'attendaient pas à ce qu'on fasse un tel grand format. On avait beau le dire, mais c'est le même format qu'Akira, les gens n'ont compris que quand c'est sorti. Donc ça a beaucoup joué. C'est dommage. Nice. Alors moi du coup, vu que vous êtes une plus petite maison d'édition que les grandes maisons d'édition qu'on peut comparer à côté, est-ce que vous avez justement cette peut-être intimité avec votre lectorat, avec les personnes qui lisent les mangas de chez Naban, et est-ce que vous avez des retours sur lesquels peut-être vous appuyez davantage pour promouvoir, pour les mettre en avant devant des grands distributeurs par exemple, je sais pas si c'est assez clair. Les grands distributeurs, par exemple Leclerc. Non, je parlais plus de Fnac, etc. Fnac, ah oui, etc. Est-ce que le fait que votre lectorat, est-ce que vous arrivez à fédérer votre lectorat? Alors le fédérer, oui. Fédérer, oui. C'est vrai et d'utiliser en support pour justement pousser les grands distributeurs de livres à mettre davantage en avant. Ça, pour l'instant, c'est pas encore quelque chose qu'on arrive à faire. D'accord. Par contre, oui, le lectorat est vraiment fidèle. On gagne. On n'a pas, sur les réseaux sociaux, on n'a pas des masses et des masses. On n'est pas à 30 000, 40 000, comme par exemple les Akata qui fait ça depuis bientôt 15 ans déjà, et qui a fait quand même énormément de travail. Nous, on attaque la 5e année, donc voilà. Quand on arrivera aux 10 000 déjà, que ce soit sur Insta, sur Twitter, sur Facebook. Allez follow Naban, allez-y. Ce sera déjà un cap qui sera franchi, mais on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'effectivement, dès qu'on fait une news, elle est quand même largement partagée. Il y a des news qui ont eu lieu à l'époque. Le premier vraiment énorme, c'était Terra qui a énormément cartonné, qui fait profiter le titre. On l'a vu dans les ventes après. Là, on l'a vu aussi dernièrement sur Anna et le Prince d'Albion. Oui, qu'on a annoncé. Me hype totalement. Et voilà, moi je m'y attendais pas parce qu'à la base c'est pas trop mon truc, j'expliquerai après, mais c'est moins c'est moins mon univers. Non mais c'est moins mon univers parce que c'est du Josei. Un peu enemies to lovers. Voilà. T'es pas le seul directeur de collection, tu peux aussi expliquer comment. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait depuis un peu plus d'un an, il y a Alexandre Loucher qui m'a rejoint comme associé. Il s'occupait avant de tous les réseaux sociaux. Maintenant, il s'occupe avec moi de la collection. Donc là, c'est les premiers titres cette année qui vont sortir. Et lui a plus cette vibe shoujo, josei. Il connaît beaucoup plus le lectorat, il connaît beaucoup plus les attentes. C'est un gros lecteur également. Donc là, j'ai vu aussi un nouvel univers ça a ouvert des portes. Parce que c'est pas que je voulais pas, c'est que je m'y connais pas assez. Oui. Donc moi, on m'aurait sorti un shoujo ou un josei, j'aurais peut-être juste pris les tics de ce que j'aime ou non, et machin. Mais non, un truc comme ça va pas se vendre. Et donc j'ai vraiment pu découvrir ça. Donc c'est ça qui est bien, c'est que en plus là depuis, notamment pour Anna et le Prince d'Albion, sur les réseaux sociaux, on a pété les scores. Ah, mais ça m'étonne pas. Moi, je comprends pas. Alexandre comprend très bien. Moi, je comprends aussi. C'était Nice qui a fait péter les scores. Mais moi, j'arrive pas encore à comprendre. Mais voilà, c'est un titre qui cartonne actuellement sur les réseaux. Et je sais que ça va nous aider. Pour en parler un petit peu, en gros, c'est une héroïne badass, voilà, qui est dans un royaume et qui est princesse, mais elle veut être une guerrière. Et une fois un jour, ses terres vont se faire envahir, elle va se faire enlever, et au final, elle va vouloir tuer le prince qui a envahi ses terres. Ça va être un peu un enemies to lovers parce que le prince, au final, ça va devenir peut-être son acolyte par la suite et plus si affinité. Voilà. Et elle, tu vois, elle veut se battre et en même temps, il y a cette romance, etc. Et moi, je suis friande de ce genre de choses. Non, mais absolument. Et je dois dire quelque chose parce que je suis toujours, comme tu sais, je suis toujours très honnête quand je parle. C'est ça qu'on aime chez toi. Je ne l'ai vraiment lu
totalement, parce que évidemment, je l'ai lu avant, mais c'est vrai que quand c'est en japonais, on fait confiance, et j'ai fait confiance à Alexandre, j'ai bien fait. Je l'ai vraiment lu en entier sur les 2 premiers tomes, puisque c'est les 2 premiers tomes qui vont sortir fin mars. Et c'était génial de ressentir cette vieille vibe que j'avais moi, de regarder beaucoup d'animés, que ce soit Lady Oscar, que ce soit Candy, que ce soit ce genre de trucs-là, parce que je ne suis pas lecteur de manga shoujo, mais les animés shoujo, j'aime beaucoup. D'accord. Voilà, ça c'est un truc que j'aime bien. J'en avais fait à l'époque, même en vidéo. Il y avait eu, on avait fait Skip Beat, on avait fait Spécial A, on avait fait ça. C'est des trucs que j'adore. Okay. J'adore les regarder. J'aime pas lire, mais j'aime bien les regarder. Et là, j'ai vraiment revu tout ça, c'est-à-dire la concurrente qui fait semblant d'être gentille, mais qui est une vraie peste, le prince qui se la joue tout doux, mais qui en fait fait peut-être un double jeu et on sait pas. Alors j'ai l'impression de me retrouver dans Candy avec Terrence, Candy et Terrence, la romance, je t'aime. Enfin, j'ai adoré ça. Ouais. J'ai adoré me replonger dans ce genre de sensations que je n'avais pas eu depuis longtemps face à un shoujo, face à un josei. Oui. Les dessins sont absolument magnifiques. Ah oui, c'est beau, les costumes qui sont absolument à tomber. Ouais. Voilà, ça fait partie du genre de choses où les gens s'y attendent pas. Alors jusqu'à présent, on n'a pas eu de demande, mais pourquoi ils se lancent là-dedans? On l'a eu du distributeur. Ah. Pourquoi tu te lances là-dedans alors que Old Boy ça marche bien et Arion aussi. On n'est vraiment pas sur la même chose là. Pourquoi tu pars là-dedans? Et je dis mais c'est parce que je leur ai dit et ils ont très bien compris, ils ont très bien joué le jeu une fois qu'on explique. Donc je suis très content là-dessus. C'est qu'à partir du moment où tu souhaites développer quelque chose auquel tu crois, les gens normalement doivent suivre. Il faut juste trouver le bon argument, la bonne chose à dire, le bon petit pitch, choses comme ça. Donc là, effectivement, comme tu disais, pour Anna, c'est la guerrière badass. Totalement. Et l'enemy to lovers. Donc de ennemi à amour, on va dire comme ça. Mais il n'y a qu'un pas entre la haine et l'amour, et entre l'amour et la haine. Totalement. Alors, dans Anna, en général, la limite, c'est une baffe dans la tronche. Ah. C'est une belle limite déjà. Parce que mais tu vas voir, parce qu'elle est badass, mais elle est bien badass. D'accord. On aime. Ouais, je veux revenir en arrière. J'ai une question qui me trotte depuis 10 minutes quand exact. Ça c'était pour les Twitchers. T'as dit qu'il n'y avait pas de fichier numérique pour Arion. Mais c'est une particularité que vous proposez justement quand vous retravaillez sur des vieilles éditions que vous collectez. Donc c'est un travail de recherche d'aller récupérer cette édition de 86 qui a disparu des étals japonais. Donc faut la trouver, faut la scanner, faut réparer les fichiers numériques pour enlever le moirage, enlever tout ce qui est truc. Et donc toi tu as maintenant des scans numériques de bonne qualité. Et il me semble que tu peux les proposer à l'éditeur japonais, à l'ayant droit, pour qu'après ça vive dans les autres pays. Comment ça se passe? Oui. Tu peux leur dire un peu plus? Oui, bien sûr. Des fois, on me dit de faire court parce que je parle trop. C'est-à-dire que Valentin, il a fait une question d'à peu près 10 minutes et Christophe, t'as répondu avec un oui. C'est magnifique. Non, mais je lui fais une réponse imbert, comme tout à l'heure. Ah, d'accord, ok. Est-ce que là... Non. Bon, d'accord. non. En fait, oui, le but c'était aussi de dire à l'éditeur japonais qui jusqu'à présent n'exploite plus Arion, de lui dire écoutez, si vous faites un petit peu l'effort de renouveler les contrats, de revoir avec la société d'Yasuhiko l'édition, à ce moment-là, nous ce qu'on fait c'est qu'on a tout. Vous aurez les pages couleurs, vous aurez les pages noir et blanc, vous aurez les bonus qui existaient dans cette édition-là et que vous n'avez plus. Et vous pourrez les avoir pour votre édition et vous pourrez les vendre aussi, enfin on pourra les vendre, aux éditeurs étrangers qui souhaiteront sortir le titre. Voilà, donc c'est ce qui se passe là, c'est ce qui va se passer pour Venus Wars aussi. C'est jusqu'à ce qu'il y ait peut-être un scan des planches originales, ce sera effectivement ce qui pourra être proposé aux différents lectorats Et donc si ça sort en Italie un jour à partir de ton édition, tu auras un intéressement grâce au travail de scan que vous avez réalisé? Oui, voilà, enfin, ça fait partie toujours des clauses de contrat, mais oui, bien sûr. Il y a pendant un petit temps le fait de pouvoir... il y a toujours, de toute façon, les Japonais font toujours payer les fichiers à un éditeur. On n'a jamais les fichiers gratuits en plus de ce qu'on paye. Donc évidemment qu'il y a quand même... on s'est arrangé pour qu'on puisse pendant un
certain temps, profiter un petit peu aussi des fruits de notre travail là-dessus. Christophe, avant qu'on rentre dans un très très beau manga que j'ai en face de moi, Nice. Oui, alors moi j'ai une toute petite question, c'est par rapport à Boss ou Crève, voilà, qui est un manga qui a pesé quand même chez Naban. C'est la fin, ça y est, c'est le dernier tome sort ce mois-ci, il me semble. C'est là, oui, c'est là, il sort, ouais. Et je voulais savoir si ça a été un petit peu un tournant cette année c'est même sorti un petit peu avant cette année, mais est-ce que ça a été un petit tournant au niveau des éditions, une petite révolution au sein de la maison d'édition, au niveau des chiffres, au niveau de la communication, du lectorat de votre. Comment dire ça? Oui, j'utilise apparemment Christophe te comprend. J'utilise plein de formules pour dire la même chose. Tu parles le Nice et ça c'est beau. Non, mais oui, en fait, ça a ouvert un public plus généraliste. Voilà, exactement. Voilà, j'ai très bien compris. C'était un public forcément qui était un peu plus jeune, qui aime découvrir les nouveautés. Comme je disais, le titre était assez évocateur. On a fait exprès de choisir un titre un peu punchy parce que le titre japonais, c'est tout bêtement un titre en disant la maison de redressement pour chômeurs. Ah oui, d'accord. C'était même le camp de concentration pour chômeurs, mais là du coup on s'était dit non, c'est un peu too much. C'est pas dingue, donc un camp de concentration dans un titre. Non, mais ça y ressemble. C'est le même mot japonais traduit littéralement. Ça n'a pas du tout la même signification évidemment quand au Japon quand ils le disent. Mais donc voilà, il fallait trouver un nom qui soit un peu plus, et comme j'aime beaucoup le côté un peu rentre-dedans de certains, je me suis dit allez, on y va, on va voir, et puis finalement ça a cartonné. Oui, le titre a bien, surtout qu'en plus c'est sorti pile pendant la réforme des retraites. Ah, sympa. Vous étiez dans le thème totalement. Donc du coup, c'était pas prévu, parce qu'on prend quand même les titres 6 mois, 1 an avant, donc c'est pas. Faut pas mettre ça dans les mains de Macron. Je dis ça, je dirais. Voilà, c'est pas politique, c'est encore autre chose. Ouais. Ce n'est absolument pas politique. Le manga est très politique. Le manga est très politique. Mais justement, ce qui était bien, c'est qu'il était fini au 6e tome, et quand on l'a acheté, il était déjà fini. Et ce que j'avais fait justement, c'était de regarder les premiers chapitres et de regarder la fin pour voir ce que c'était. Et là, la fin me satisfait totalement. Mon côté yes. Alors, chez Naban, vous avez pris une sacrée décision. Une décision importante pour le monde du manga. Vous avez pris la décision de ressortir d'anciens mangas de Kuramada. Alors Kuramada, celui qui a fait entre autres les Chevaliers du Zodiaque. Alors j'ai un manga Saint-Seiya, j'ai un manga dans les mains où on reconnaît clairement la patte, les traits de Kuramada. Alors question très très simple, c'est magnifique parce qu'il y a des personnages, on sait qu'après ils ont des armures. Pourquoi avoir fait ce choix? Tiens, je vais les montrer. Alors déjà parce que Kurumada à la base c'est certains disent, beaucoup parlent de Jump, parlent de forcément ça va être de évidemment Toriyama, de Oda, de Inoue, que des grands noms. Oui, bien sûr, qui sont des grands noms. Mais il y a tout un pan du Jump. Pourquoi ça a cartonné dans les années 80 et depuis ça a cartonné, c'est parce que il y a eu des auteurs avant qui ont façonné ce qu'est le Jump. Et clairement, à partir de... Juste, je me permets, je rappelle aux auditeurs, c'est le magazine de pré-publication au Japon où les mangaka, alors généralement c'est du shonen, publient dedans avant d'être... pré-publient dedans avant d'être publiés en manga relié. Voilà, absolument. Rapidement. Et Kurumada, c'est une pierre angulaire. C'est-à-dire que il y a eu tout ce qui est la génération qui a commencé au début du magazine, c'est en 69 je crois, et les premières années. Le plus connu là-bas c'est Motomiya. Je veux dire ça, on attend la validation de Valentin. À cette époque, puis on était sur beaucoup plus gag. On était sur le gag, mais certains ont commencé justement ce côté qu'on va appeler le neketsu, c'est-à-dire le fait de dépasser ses limites, de progresser, comme ça. Il n'y a pas que ça. Ça te parle là. À la All Might. Voilà. Et Kurumada a poussé ça jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire que c'est vraiment lui, notamment avec son titre précédent qui est Ring Nikakero sur la boxe, qui a fait 25 tomes.
il a vraiment créé ce côté, on va jusqu'au bout, enfin, il n'a pas créé, pardon, je vais m'attirer les foudres des connaisseurs, mais parce que il y a Shitano Joe aussi. Hein. Il a popularisé, il a popularisé une nouvelle manière d'approcher l'histoire. C'est fort ce Valentin quand même. Cette manière, là où Ashitano Joe était resté quand même un petit peu plus revendicatif sur le milieu populaire japonais, Kurumada l'a un peu plus mis de côté pour vraiment se concentrer sur l'action, sur la façon de gérer en manga l'action, sur les rapports entre les personnages, la progression, tout ça. Et ce qui fait que, pour la petite anecdote, quand Rin Nikakero finit sur 77 à 82 de mémoire, c'est au top. Ouais. À tel point que c'est quelque chose qui a été reconnu. J'ai bien relu mes fiches. Alors pour ceux qui nous écoutent, t'as aucune fiche devant toi. L'argent généré par Rin Nikakero a permis de refaire le bâtiment de la Shueisha à l'époque. Ok. Et d'en ajouter un autre. Ce qui fait que l'ancien building, qui n'est pas celui que les gens voient maintenant tout en vert, machin, ça c'est un nouveau, mais le bâtiment original de Shueisha a été mis en interne, parce que c'était le bâtiment que Masami Kurumada a créé. Voilà, c'est un peu comme au cinéma New Line avec Freddy. C'est vraiment changé la phase de. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été énorme en fait. On se rend même. C'est vrai que malheureusement on ne se rend pas compte parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'animé, il n'y a pas eu tout ça qui aurait pu entretenir une légende auprès d'un public plus occidental. Ouais. Mais au Japon, les gens le savent. Et quand il a commencé du coup Fumano Kojiro, ça a été pareil. C'est-à-dire que Kojiro sur les 4/5e du manga, c'est resté dans le top 5 des lectures du Jump, puisque les gens le savent peut-être, on vote toutes les semaines pour son manga préféré, on met les 3 premiers, on peut gagner des lots avec ça, il y a des tirages au sort, et donc ça attire beaucoup les gamins de faire ça. Et Kojiro est resté dans les 5 premiers pendant tout ce temps-là. Même pour la petite anecdote, il y a une anecdote qui est très très connue là-dessus d'un jeune mangaka qui avait écrit une lettre dithyrambique qui avait, je crois, été publiée dans le Jump. Complètement, ouais. À l'époque de Rin Nikakero, en disant c'est formidable, je ne savais pas qu'on pouvait aller aussi loin, vous m'avez donné envie, machin, enfin encore plus envie. Là. Et ce petit bonhomme, il fera un petit manga avec une petite fille robot 2 ou 3 ans, forte. 3 ans plus voilà, qui aimerait bien tirer des missiles avec son petit bidou. Oui, exactement. C'est le même auteur. C'est le même auteur, sauf qu'on rappelle juste, c'est Dr. Slum, qu'elle est quand même plus forte que Goku. Mais bon, ça c'est. Elle est plus forte. Elle a mieux à pâter. Exactement. Ça, clairement, oui, un peu. Mais donc voilà, c'est vraiment de dire ce qu'il a été. Donc, juste coupe. On parlait d'Akira Toriyama. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il est aussi important que ça. C'est vrai que normalement, la logique aurait été de faire Rin Nikakero. Sauf qu'actuellement, moi, en tant que petit éditeur, déjà à la base, il fait 25 tomes. Ouais. Et il n'y a pas d'édition compilation. D'accord. Actuellement, de Rin Nikakero. Par contre, au Japon, en 2019, un éditeur a sorti l'édition qu'on va sortir, qui est donc en 3 tomes. D'accord. C'est l'édition que Valentin a là. Ouais. Voilà, qui à la base qui compile les 10 tomes de Rin Nikakero. Avec ce petit. Parce que là, alors pour décrire, pour ceux qui nous écoutent, c'est un format qui doit réunir 3, peut-être 4 tomes. 4 tomes. 750 pages par volume. Voilà, donc c'est 4 tomes, donc c'est un gros morceau, j'allais dire. Ça sera exactement la même édition que vous allez faire avec les pages couleurs, parce qu'il y a tous les chapitres en bichromie, c'est magnifique. Là, sur le tome 1, mon imprimeur m'a fait peur, mais ça va. Il y a un peu plus de 200 pages couleurs et bichromie. C'est énorme, c'est un manga. Non, mais ce qui rappelle l'importance, ça veut dire qu'à l'époque, il avait droit, lui, aux pages couleurs. S'il y en a autant sur ce tome, avoir autant sur ce triple et demi volume, avoir autant de pages couleurs, ça rappelle que du coup, dans le magazine, c'est lui qui avait droit aux pages couleurs. C'est le boss. C'est quand même Kojiro qui, à chaque fois, était en début de magazine, puisque les pages couleurs sont en début de magazine.
Donc voilà, je pense que même si on regarde par rapport à ce qui a été fait, même sur du Dragon Ball, du Kenshin, du comme ça, je suis pas sûr qu'on en aura eu autant. Même en bichromie, je parle pas des pages couleurs, certainement il y a eu autant, mais bichromie, je suis pas persuadé. Donc honnêtement, vu que les Japonais avaient fait tout ce travail qui est supérieur à l'édition même perfecte qui sort sur justement encore des Dragon Ball, Senseiya, c'est que là ils ont vraiment reproduit les pages du Weekly Jump. Alors je le feuillette en même temps, mais il est vraiment magnifique. Il est trop beau. Donc ça veut dire que non seulement il y a les titres de chapitres comme il y a sur un manga classique. C'est que t'as les Aori du coup aussi. Pardon ? Les notes de l'éditeur qui dit voilà. à la prochaine, que va-t-il se passer Comme c'est dans ça, le Jump. voilà, c'est-à-dire qu'il va vraiment, voilà, donc il va y avoir attention dans le prochain, c'est ouf. Dans le prochain chapitre, vous aurez droit à 8 pages couleurs et super. Kojiro fera l'objet de la couverture et de 8 pages couleurs. Une nouvelle menace plane. Absolument. Ça fait comme un mini Jump en final que tu as entre les mains. C'est ça. En fait, de ce que j'avais compris, ce genre d'édition là au Japon, c'est vraiment pour permettre aux lecteurs, aux vieux lecteurs, de retrouver un facsimilé de ce qu'ils lisaient dans le Jump. Se replonger. Madeleine de Proust. Voilà, puisqu'évidemment, tous ces textes promotionnels, quand ça sort en volume, relié, automatiquement sont enlevés, qui sont rajoutés au dernier moment par le Jump. Ouais. Et donc là, c'est vraiment l'occasion de le faire. Et ce qu'on va faire pour garder ce côté un peu route, voilà, c'est que on ne va traduire que ce qui est du manga lui-même. Ok. Voilà. Le reste, tout ce qui est promotionnel, on va le laisser parce qu'en plus, il y a des typos de dingue, il y a des effets de... Je confirme. Voilà, c'est un travail qui serait incroyable. Et en plus, le problème, c'est qu'évidemment, tout est écrit en hauteur. Oui. Donc, on va pas mettre à 90 degrés. Enfin, ce serait ridicule de le mettre en français comme ça. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout un glossaire à la fin. Et les gens, s'ils veulent le lire, s'ils veulent comprendre ce que le Jump voulait dire à ses lecteurs, très bonne idée. On va le mettre à la fin, comme ça ne va pas gâcher la lecture. Oui. Ouais. Si les gens veulent lire juste le manga en tant que tel, voilà, ils vont le lire. Bon. S'ils veulent comprendre un peu plus le côté à la semaine prochaine, les machins comme ça, ils pourront lire en même temps à la fin. Ah mais c'est trop bien, ça rajoute tellement de cachet. Alors, avant qu'on revienne sur au moins un autre, parce que je sais que t'en as un autre... Avant qu'on revienne à ça, notre cher Div, qui est là, a une chronique qui s'appelle Les Poneglyphes, qui est en référence à un tout petit manga aussi que personne ne connaît, évidemment de One Piece. Est-ce que tu peux nous rappeler le principe des poneglyphes, Div, je parle poneglyphe, ma fonction, de ta fonction de poneglypheur. Je suis le bridge. Ouais. Voilà. Donc le pont. Ouais, je suis le bridge, je suis le pont entre tout ce qui est manga, animé, et puis le rap game. Ouais. Voilà, ça veut dire que tous les références dans les punchlines, dans les textes, ou bien les samples, tout ce qui est référent et qu'on retrouve après dans le rap français. Ok. C'est moi. Eh ben, okay. Allez-y. J'arrive pas à parler, vas-y, let's go. Let's go, baby. Donc aujourd'hui, Poneglyph, on va parler des personnages référenciés souvent dans le rap game français. Ouais. Évidemment, on devine à l'avance les punchs faciles, Kamea comme Goku, Pirate comme Luffy. Des trucs pas recherchés, voilà. quoi. Ouais. Donc moi, je suis parti chercher, tu vois, comme je suis en 1900. Oui. Tu vois, donc je suis parti un peu chercher les OG parce que j'ai envie de faire un Poneglyph spécial culture. Parce que je sais que des fois dans les punchs... Par contre, c'est normal qu'il y ait une musique M6 film érotique du dimanche ou pas Ça, c'est Nami, ça. Oui, c'est la musique de Nami, c'est un peu ça. Mais bon. C'est vrai que ça fait érotique des années 70. Ah oui. Emmanuel. Ouais, c'est totalement ça. Oh là là. Ok, donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de comme c'est ma rubrique. C'est Robin, oui, merci à Maël qui me dit Robin, dans l'oreille. Ouais, Robin. J'ai envie de parler des refs un peu 1900, tu vois. Oui. Souvent cités par des artistes OG. Commençons. Cobra. Du meilleur soldat, je suis blasé dans la life. Je te tire comme Cobra, je danse plus la hype. J'en amour, j'ai cœur de pierre dans les artères, j'ai que du calcaire, bois au goulot, pas de verre. Je suis Cobra, viens faire un bras de fer. On est fauché, 11h on est blindé, armé comme dans Cobra, coup de crosse était couché. Micro, putain de calibre, trop lourd pour un bras. Un canoncier incorporé par la Cobra. Prêt pour la guérilla, je tire avec le bras de Cobra. Je te fais un méga pillage à la Capadonna. Voilà, comme vous avez entendu, on parle de Cobra. Bah oui. Celle que j'ai le plus kiffé dedans, c'est la première parce qu'il y avait aussi Antivers.
Et là, t'as aussi l'homme de verre qui est dedans, quoi. Niveau, il place anti-verre, donc la phrase, elle est recherchée. Mais il y a même un autre qui me persécute. On voit. Je suis dans le bunker comme Oussama. Psycho gun, rayon gamma. Tout droit, direct, comme au tarma. En même temps que la Jordan 11 Blue Gamma. Si je veux, j'achète, mais je fais le pétard. Rayon Delta, dans ta techa. Je suis tout le dos, mais juste pour découper ma gueule. Je vous déconseille de le faire chez vous, mais. Donc voilà, ça c'était Caris, big up. Ça se voit que toi, ça c'est. Donc ça, c'est que du Cobra là. C'est les artistes de ma génération qui citent Cobra. Le rayon Delta. Le Psycho Gun, tu vois, comme il dit Caris, rayon Delta dans. Dans ta partie intime. Je suis un vieux, le deuxième titre, c'était qui? C'était La Crime. Attends, le deuxième titre. Non, le deuxième son. Le mec qu'on vient de d'écouter là? Non, le tout premier. C'était La Crime. Les deux premiers, c'était pas Booba? C'était Booba, après c'était La Crime. Ah voilà, non, mais c'était Booba, d'accord. Non, les deux premiers, c'était Booba. Non, parce que j'aimais beaucoup, c'est pour ça. Ah, ok. Donc on a tous joué au rayon Delta. Le fait d'enlever son bras gauche et tirer sur l'homme de verre, c'est vraiment un truc générationnel. Donc pour ceux qui connaissaient pas Cobra, il est important. Bah bien sûr. Voilà. Donc pour le deuxième, ah oui, on voit. Ça va s'égler, ça va se péter. Red la cité qui éclate. Écoutez bien. Comme Ken est survivant, t'es mort mais tu ne sais pas. J'ai la haine, c'est la TV qui fout le somme. Le prof c'est Ken, le survivant lorsqu'on est jeune. Tentaire c'est hallucinant, je me détends à peine. Je suis Ken le survivant, t'es mort depuis que t'es dans la pièce. Pas les coups de qui est le suivant. Tu me vois de la queue de Carrefour. Je suis dans Ken, le survivant. Laylo. Ta mère la pute nous a pépon comme le jour de ses 18 ans. Donc là on entend un extrait de l'animé de Ken. Ouais. Tu vois, là c'est un sample là. Tout de suite. Mais en plus, je l'écoutais à fond ce morceau. Qui a été repris par Lunatic. Tu vois. Choisissez le mauvais ou le droit. Voilà donc. Est-ce que tu peux nous rappeler quel était le premier rappeur là qu'on a entendu? C'était, il me semble que c'était un Bougol Kerry. C'était toi. On dirait que effectivement, ouais. Donc j'aime aussi citer dans mes punchs, dans mes textes. Et là, Ken le survivant, je l'avais placé du genre. Tout le monde a fait la phase. T'es mort, mais tu ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire. Donc. Mais parce que c'est quand même l'une des plus grosses. Alors on critique souvent la VF de Ken. Alors c'est quand même l'une des plus grosses punchlines qu'on ait eues. Et surtout, c'est une vraie bonne traduction. Ouais. Parce qu'à la base, c'est un jeu de mots qui respecte pas le japonais. Odillon Grévet, le traducteur-interprète qui a le plus travaillé avec Hara, l'a bien expliqué plein de fois. Il a eu l'occasion d'en parler. Enfin, vraiment, il y a plein de vidéos à Japan Expo où c'est une faute. Ça. C'était pas exprès. C'était un jeu de mots, Et puis Ken le survivant, c'est arrivé vers les débuts de Club Dorothée. Ça veut dire qu'un manga très violent comme ça nous a tous hypé à la récréation. On parlait, t'as vu les têtes qui explosent et tout. On pouvait d'être pour ça, c'était merveilleux. On n'est pas pour les têtes qui explosent, hein, mais en dessin animé ça va. Ouais, en dessin animé ça allait. Ok, donc le dernier, c'était un petit top 3 là. Celui-là il est important, je le citais souvent, mais les jeunes n'avaient pas la rêve, tu vois. Vas-y. Seuls les 1900 l'avaient. Mongol, Dorak, Mongol, Dorak, Mongol, Dorak, Al Capote, yeah. Mongol, Dorak, charge d'armes, tchécoslovaque. Sont le même âge que Goldorak. Que cra. Et parle de comeback. Pseudo insomniaque, venez je kick avec des cernes violettes depuis l'époque de Goldorak, je suis ce que les fausses. Ice MC. Si je blanchisse grâce au rap, je grossis, je prends des bras. 13 blocs. Je me sens comme Goldorak. Un négro, une boule dans la gorge comme Polak. Quand je joue au plus bas de ma forme, j'ai les pouvoirs de Goldorak. C'est pas Goldorak, les poulets se préparent pour te rôtir sa gueule de rage qui sème le vide, c'est Goldorak des chevrotines. Tu vois, là, c'est les rêves. T'as sorti TSR Crew, hein. Mais en même temps, quand tu parles de Goldorak, tu es obligé de mentionner Actarus. Micro-Uzi, Biélorusse ou RPG pour les chorus. C'est Actarus avec des Nike Air Pegasus. Je vais pas dans la Gimo, c'est pas pour los niños. Le bien contre le mal, Actarus contre Minos. Je l'ai niqué comme si j'étais Actarus. Son mec a cru qu'elle venait d'accoucher. Tapis c'est froid, ta petit phallus étranger comme Albert Camus. Je suis dans mon vaisseau comme Actarus. Je fume de la Al Capote, il arrive toujours à se placer quelque part. Al Capote, il est là dans toutes les phases. Donc voilà, Goldorak, c'est aussi un mélange de plein de rêves, Fulgure au point, Golgoth,
Golgoth, il y avait tout. C'est les mecs balèzes. Non, c'était les méchants. Et à chaque fois, c'était un chiffre supérieur. Golgoth 21, Golgoth 22, tu vois, Golgoth 13. Ce que dit Ayam dans Elle donne son corps avant son nom. Ouais, et aussi la fameuse métamorphose de Actarus. Bah, bien sûr. Où il traverse pendant 10 km. C'est long, hein, le temps qu'il rejoint. Donc voilà, j'avais besoin de référencier un peu quelques personnages à l'ancienne. Pour les jeunes qui ne les connaissent pas, c'est vraiment des animes et mangas très importants à avoir vu, quoi. T'allais rebondir rapidement. Ouais, je voulais très rapidement. Tu disais que c'était surtout dans le rap, dans 99%. Et Goldorak, c'est un qui a été aussi repris dans d'autres styles de musique parce que les Fatal Picard ont fait une chanson juste sur ça. Goldorak est mort. Ah ouais, lourd, Fatal Picard. C'est surgelé. Et en référence, effectivement, pardon. J'adore cette vanne. T'avais cité Ayam, mais c'était peut-être pas le truc, mais ils avaient samplé aussi. Ils avaient samplé aussi un extrait de Goldorak dans l'école du micro d'argent. Mais c'était le lyrics. Qui était, mais effectivement, c'était pas le texte en lui-même. C'était le dialogue. Ouais, c'était le dialogue, exact. Ça avait quand même. Bien vu. Voilà. Merci, mon cher Liv, c'était au top comme toujours. Vieux rap. Au top, comme ton ragondin sur la tête. Avant, il nous reste un peu de temps encore, mon cher Christophe, tu as un manga devant toi. Absolument. Est-ce que ça fait partie des nouveautés qui vont sortir chez Naban en 2024 ? Exact. C'est l'Aigle écarlate et les Yeti. Toujours pareil, toujours le fait de trouver là maintenant chez Naban des sortes d'héroïnes plus fortes par rapport à des héros ou des protagonistes plus forts qu'on avait jusqu'à présent. Et là c'est pareil, ça petite vibe par rapport découverte du Grand Nord, des choses comme ça. Et c'est une militaire qui va se faire demander en mariage par un sorte de prince qui est à un bal, qui veut choisir une nouvelle femme, et personne n'en veut parce qu'en fait il habite dans le Grand Nord. Donc les quelques-unes qui ont réussi, qui ont dit oui d'accord, ok, je veux bien devenir ta femme, en fait au bout de quelques jours, voire au bout de quelques heures, partent à cause de la difficulté du temps. Et elle va dire ok d'accord, mais pour un an. C'est-à-dire qu'on va faire un CDD. D'accord. Je vais rester pendant un an. On va voir comment ça se passe, comment s'organise ta vie, comment va. Et donc elle va découvrir la vie dans le Grand Nord, sachant que lui, évidemment, ce n'est pas une sorte de noble qui reste dans son château, mais quelqu'un qui participe à la vie de la communauté, de son village, qui participe aux récoltes, à toute la vie pour la chasse, pour créer la création de cuir, des vêtements, des choses comme ça. Et on va suivre leur vie à travers elle, au fur et à mesure des saisons. Des saisons qui vont arriver. Il va y avoir évidemment des petites mésaventures qui vont arriver entre l'accueil un peu froid, sans jeu de mots, des habitants, peut-être des gens qui vont revenir et qui vont se demander mais pourquoi est-elle partie jusqu'ici, jusque-là, est-ce que c'est par amour, est-ce que c'est, les gens n'arrivent pas à comprendre. Et donc on va voir leur relation se nouer au fur et à mesure. Ça s'est terminé il n'y a pas longtemps en 10 tomes. C'est absolument magnifique. Il va sortir fin février. D'accord. Ah oui, c'est la prochaine sortie. Voilà, c'est la prochaine sortie. Là, on a Bossou Crève, on a. Et pour Anna, juste comme ça, la date de sortie. Anna, ce sera fin mars. D'accord, voilà. Pour les deux premiers. On sort les deux premiers. J'ai juste combien de tomes? On m'a demandé dans le chat combien de tomes pour Il n'y en aura que 3. 3, d'accord. Voilà. Vous avez une réponse, chat. Un grand merci à toi, Christophe. Je rappelle, fondateur des éditions Naban, tu reviens quand tu veux, tu sais très bien que t'es à la maison. Oui, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas me le demander trop parce que sinon après je vais vraiment m'inviter. Non, mais quand tu viens, ramène à manger alors. C'est bon. Ah voilà, du coup il veut plus venir. Alors, merci Christophe. Un grand merci à toi. C'était champagne et tout, mais non, en fait, non, mais d'accord. Un grand merci aussi à toi, Valentin. Merci beaucoup à Diff. Merci à toi, Nice. Merci à vous qui nous écoutez, qui nous regardez sur la radio et qui nous regardez sur le Twitch. Merci à Maël, Sybille, Juliette, Shahid, Face. Est-ce que j'oublie des gens là-bas? Il y a Xavier, oh oui, il y a Xavier, je le vois avec ses cheveux et sa barbe. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Yatta. Passez une bonne soirée, ciao. Ciao, ciao.